Débat du lycée international de Saint-Germain-en-Laye sur le thème du développement durable. Je m'appelle Nicolas Chevalidé, je suis président de la Maison des lycéens, aussi en classe de terminale. Et toute la semaine, nous avons organisé avec les adultes du lycée, les autres élèves, la semaine développement durable au lycée. Ce projet il a pour but de rassembler une grande variété d'activités qui ont pour objectif de sensibiliser les élèves, de les faire réagir et de les faire participer, comme avec ce débat. On a organisé des animations toutes les midis sur différents thèmes. Il y avait également des projections, des conférences, des concours que des élèves ont gagnés. Voilà. Et après toutes ces actions, nous voulions donner un réel sens à l'engagement des élèves toute la semaine, ce qui avait un peu manqué l'année dernière. On voulait leur donner l'opportunité d'avoir la chance de changer les choses, au moins à l'échelle locale, et c'est pourquoi nous avons souhaité organiser ce débat, pour leur donner la parole et pour qu'ils puissent présenter leurs propres solutions. Donc ce grand débat va être le moment de discussion autour de vos propositions, à vous les élèves, et puis avec tous les experts qui sont devant vous, qui vont pouvoir réagir, répondre à vos propositions. Vous aussi, vous aurez la possibilité de réagir à ces propositions juste en levant la main. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Négrel pour finir le mot d'introduction. Monsieur le Président de la Maison des lycéens, cher Nicolas, Madame la députée, Mesdames et Messieurs représentants de la mairie de Saint-Germain et tous nos intervenants ici présents, que je ne vais pas citer un par un parce que ça serait un petit peu long, je voudrais vous remercier de votre présence à nos côtés qui donne beaucoup de valeur à ce travail mené par les élèves. Et je voudrais remercier le public ici présent qui prend sur son temps libre pour venir participer à ce grand débat. Donc, qui vient clôturer une semaine d'action organisée complètement par les élèves, par la Maison des lycéens. Une semaine d'action qui a pris beaucoup d'ampleur par rapport à l'année dernière pour ceux qui ont connu le premier événement, première semaine du développement durable, qui était quelques actions entre midi et 2 l'année dernière. Mais là, je crois qu'on a vraiment vécu tous cette semaine à un nouveau rythme, le rythme de l'engagement pour améliorer le développement durable sur la planète. Alors on va commencer au niveau local, hein, on va être modeste, mais on ne perd pas de vue qu'il y a une planète à l'horizon et qu'il faut travailler dans ce sens-là. Je suis d'autant plus heureuse de vous accueillir avec l'équipe de direction à mes côtés dans ces locaux que nous inaugurons en quelque sorte par le premier débat qui est organisé aussi dans ces nouveaux locaux. Donc nous sommes dans le réfectoire des lycéens qui est inauguré depuis une semaine. Voilà, donc c'est une belle occasion aussi, cet événement, que de valoriser cette installation dans les nouveaux locaux. Donc je vous remercie tous infiniment d'être présents et j'espère que émergeront de ce débat des propositions que nous allons pouvoir réaliser tous ensemble dans les années à venir, aux côtés de la mairie de Saint-Germain et aux côtés des différents intervenants ici présents. Merci à tous. Alors, rapidement, pour savoir à qui vous allez présenter vos solutions, à qui vous allez avoir l'honneur de présenter vos solutions, je vais demander à chacune des personnes qui est présente dans le comité de rapidement se présenter en une phrase pour que les élèves vous connaissent un petit peu mieux. Voilà. Bonjour à tous, Sophie Thomas. Bon, j'ai l'honneur de démarrer. Je suis une maman d'un élève ici du lycée international de la section allemande. Pourquoi je me suis proposée pour écouter et partager avec vous vos solutions et essayer de contribuer de mon côté? Parce que je suis coordinatrice d'un projet de coopérative collaborative qui s'appelle Pop la Coop, qui essaye de se monter à Saint-Germain-en-Laye, où nous voulons justement permettre aux consommateurs de manger correctement, à des tarifs acceptables, et aux producteurs, si possible locaux, de vivre décemment de leur production. Producteurs locaux bio, mais pas que, si possible bio. Et dans notre famille, nous avons démarré un programme de réduction de nos déchets il y a à peu près 3 ans. Donc c'est aussi à ce titre-là que je suis là. Et je vais passer la parole à mon voisin. Bonjour à tous, Julien Casgrain, je travaille dans l'agroalimentaire sur tout ce qui est développement produit, développement durable, RSE. Bonjour, Hélène Sobral, donc parlant de la section américaine, et je représente Nous City qui fait des potagers urbains hors sol, voilà, qui s'adaptent un peu partout. Donc l'agriculture urbaine, sujet un peu à la mode. Bonjour, Linda Bouanga, parent d'élèves, membre du comité développement durable, donc il y a du club international qui a mené une action là, pour le lycée en spec de demain.
Donc je suis ravie d'entendre vos propositions pour nous aider à améliorer le développement durable sur le lycée. Oui, bonjour à tous. Anne-Claire Asselin, je suis consultante, experte en alimentation durable. Mon objectif, c'est de faire bien manger toute la planète et une population croissante et avoir une planète durable, donc préserver la biodiversité. On sait que l'alimentation est pour 70% la cause de la perte de la biodiversité, préserver le climat. Et donc, je réfléchis et je travaille autour des sujets de transition alimentaire ou de ce que d'autres appellent la révolution alimentaire. Et je suis impatiente d'entendre toutes vos idées sur comment faire évoluer l'alimentation au lycée et comment bien se nourrir en respectant la planète. Bonjour, Gwenelle Guaramonti, parent d'élèves et aussi membre d'une association Le Chant des Poissy, sur Poissy, qui organise des repères cafés, des conférences, débats sur le thème sur tout ce qui est l'environnement, également des ramassages citoyens avec sensibilisation, et puis aussi différents ateliers de produits ménagers, maison. Et puis également membre de la MAP de Poissy. Merci, excusez-moi de ne pas me lever, j'ai quelques problèmes ambulatoires. Guylaine Marcilly, j'ai été professeur de sciences de la Terre à l'université Paris 6. Maintenant je suis retraité, mais je suis membre de l'Académie des sciences, c'est bien que je travaille plus qu'avant. En matière de développement durable, j'ai un petit peu regardé ça, et en particulier j'ai participé le 29 mars dernier, c'est il n'y a pas très longtemps, à une réunion qui était organisée au ministère de la Recherche sur le développement durable et le rapport qui doit être fait en septembre de cette année aux Nations Unies par chaque pays de la planète pour dire qu'est-ce que nous avons fait en 3 ans pour aller dans le sens du développement durable. Je pourrais vous en parler si vous voulez. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, Christophe Cosafin, le principal adjoint. J'ai plutôt affaire à vos camarades de collège, je vois surtout des lycéens, mais les collégiens seront bientôt lycéens. Moi, je ne suis pas expert développement durable, mais fervent défenseur et surtout à votre écoute, prêt à vous accompagner sur toutes les actions que vous pourrez proposer, tout ce qui est réalisable. Et au nom de l'équipe de direction, donc nous avons aussi comme projet dès l'année prochaine de nous diriger vers la demande de la labellisation E3D de l'établissement. Après la labellisation UNESCO, je pense qu'au vu de tout le travail entrepris par la MDL, par certains enseignants, par vous d'abord, tout ce que je vois tous les jours là autour de moi dans cet établissement, je ne vois pas comment nous ne serions pas là pour vous accompagner et vous pousser, et notamment au travers de cette demande de labellisation E3D, donc, qui est une certification de l'établissement, et c'est pas simplement un diplôme, ça demande tout un tas d'actions, d'engager, de les poursuivre, de les engager, et puis tout ça passe évidemment par vous et surtout pour vous. Merci. Bonjour à tous, Isabelle Mélier, donc proviseur adjoint. Je suis très heureuse, moi aussi, comme M. Quintafin, de voir que je crois que nous sommes prêts tous maintenant à nous lancer dans cette aventure de la labellisation établissement en 3D. Donc je suis très fière de voir l'engagement qui est le vôtre cette semaine, et je pense que dès l'année prochaine, on va pouvoir s'atteler pour obtenir ce label. Voilà, bravo à tous. Bonjour à tous, Henri Duprieux, je suis élève en terminale S au lycée international et membre du conseil d'administration de la Maison des lycéens. Je serai simplement modérateur pour le débat aujourd'hui. Bonjour à tous, Céline Zajac, professeure de physique-chimie et coordinatrice UNESCO au lycée international. L'année prochaine, nous partons sur un projet d'établissement sur la sauvegarde des océans. Voilà, donc j'espère que aujourd'hui sera le début de ce projet. Bonjour, je suis Pierre Jaulier, président des ateliers de l'environnement de la démocratie. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui doivent connaître, puisque c'est nous qui organisons l'opération Phare au propre chaque année. Et notre association se donne aussi pour mission vraiment de simplifier les questions environnementales et de faire en sorte que tout le monde puisse les comprendre. Et puis accessoirement, je suis aussi expert en environnement, ce qui pourra aider en tout point de vue juridique. Bonjour, moi je suis Marie-Claude Boutin. Je suis adjointe au maire en charge du développement durable. Très honorée d'avoir été conviée en tant qu'experte, mais très humble. Et puis j'espère que vous allez nous surprendre. Et je suis sûre que vous allez nous intéresser.
Bonjour, donc je suis Laura Baric, je suis la responsable du pôle environnement ici à la ville de Saint-Germain-en-Laye. Et je suis également ingénieure écologue, donc je suis la partie un peu technique qui accompagne Madame Boutin sur toutes ces questions de développement durable, mais également d'environnement, à un sens beaucoup plus large, qui va de la biodiversité à l'agriculture urbaine, en passant par la propreté aussi de notre environnement et notamment de la ville. Donc j'ai hâte d'écouter vos propositions. Bonjour, Natalia Pouzirev, députée de cette circonscription et par ailleurs parent d'élèves également dans ce lycée. Donc je serai particulièrement attentive à vos échanges parce que nous allons ouvrir cet été un débat sur un nouveau projet de loi qui s'appelle la feuille de route de l'économie circulaire. Donc je serai attentive à vos propositions qui pourront peut-être justement alimenter ce débat. Et puis je tiens à saluer la Maison des lycéens pour cette initiative qui vous permet de vous emparer d'un des grands enjeux forts de notre temps, un enjeu environnemental au même titre que celui de la biodiversité ou celui du réchauffement climatique. Donc, félicitations. Bonjour, je suis Andrea Luna Grandperrin, je suis maman d'un élève du lycée international en section espagnole. Je suis experte en développement durable pour la Commission européenne depuis plus de 7 ans et j'organise depuis 2 ans pour des collectivités territoriales en Île-de-France le prix de l'innovation de l'économie circulaire et du développement durable. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis étudiant à Sciences Po Saint-Germain. Je suis absolument pas expert, mais je suis un passionné d'écologie et je suis ravi qu'aujourd'hui vous fassiez une semaine comme celle-ci. Voilà, ça fait chaud au cœur et je vous invite à continuer vos initiatives et vos réflexions sur l'écologie. Merci. Bon, voilà, je vois que vous avez sûrement compris la qualité des personnes qui vont avoir l'honneur de vous répondre aujourd'hui. Je vais tout d'abord demander s'il y a 2 élèves qui pourraient se porter volontaires pour produire à l'issue du débat un compte-rendu de tous les échanges qui auront été faits, qu'on aimerait envoyer à de nombreuses personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc si 2 élèves peuvent se proposer, voilà. Merci beaucoup. On va commencer avec la proposition de Monsieur Rémi Arnoux qui va ouvrir le débat. Par la suite, si jamais vous avez envie de réagir aux propositions qui vont être faites ou simplement de proposer une nouvelle solution, vous avez juste à lever la main et puis vous aurez Julie et Isabelle de la Maison des lycéens qui vont venir vous amener un micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, c'est bon. Oui, donc je m'appelle Rémi Arnoux, je suis élève de Terminal ES au lycée et j'aimerais faire une proposition. Alors ce serait de créer un compte d'empreinte carbone pour chaque citoyen européen. Alors pour expliquer un peu plus, ce serait de comptabiliser toutes les émissions carbone produites par chaque citoyen. Alors par exemple en alimentation, transport, etc. On comptabiliserait l'ensemble de ces émissions pour ensuite créer un compte pour chacun des citoyens et pour qu'ils aient conscience de l'empreinte écologique qu'ils peuvent avoir. Et je trouve que cette idée est particulièrement intéressante parce qu'actuellement elle est discutée sur une plateforme citoyenne de débat qui s'appelle Evrisops. Et donc du coup, finalement, les élèves du lycée et d'autres personnes extérieures à l'établissement ont pu discuter en lien avec cette proposition et soumettre des idées supplémentaires ou la commenter. Donc j'aimerais savoir si justement des personnes spécialisées dans les questions de l'environnement pourraient dire si cette proposition est intéressante. Merci. Ce que je veux préciser, c'est que la plateforme dont il fait mention, c'est lui-même qui l'a créée avec un travail acharné depuis plusieurs années, donc je pense qu'on peut aussi applaudir pour ça. Est-ce qu'un membre du comité souhaite réagir en premier par rapport à la proposition de Rémi ? C'est ça. C'est certainement une excellente idée et je pense que pour la mettre en œuvre, il faut commencer par séparer par exemple les transports, puis l'alimentation, choses comme ça, et commencer par des petits projets plutôt que d'essayer de tout faire en même temps.
Et ça permet, j'avais une idée ce matin, c'était d'acheter, au lieu d'acheter de l'essence ou du gasoil, de faire en sorte que les pompes délivrent des tonnes de CO2 ou des kilos de CO2 et non pas des litres d'essence, de manière qu'on puisse taxer en fonction des tonnes émises et non pas en fonction des litres consommés, et ce qui donnerait peut-être une meilleure vision à chaque automobiliste de son empreinte, quand il est question de transport, de son empreinte sur l'environnement. Mais ça, ton idée est encore plus large que la mienne et je pense que ça vaut le coup de la développer. Si réagir, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc l'idée, c'est qu'on peut se connecter sur cette plateforme et puis comptabiliser par ce qu'on y trouvera les éléments d'information, l'empreinte carbone personnelle, c'est un peu ça. Parce que voilà, l'idée est extrêmement intéressante et séduisante, mais encore faut-il que les modalités de calcul soient abordables, accessibles pour tout un chacun. C'est bien ça, l'idée ? Oui, justement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait difficile de pouvoir comptabiliser toutes les dépenses, mais je pense que, comme disait le monsieur juste avant, Pierre, excusez-moi, commencer justement par les transports qui serait quelque chose d'assez simple, même pour l'avion, par exemple. Mais on pourrait commencer, oui, avec les voitures. Mais je pense que ça pourrait se faire, par exemple, à l'échelle européenne, parce que, justement, ça pourrait être une idée qui pourrait intéresser tous les citoyens de l'Union. Je pense qu'une très bonne idée pourrait être de commencer à l'échelle locale, très locale, pour expérimenter le concept et ensuite faire un peu de publicité, sensibiliser, parce qu'il ne faut pas rêver, hein. C'est pas du jour au lendemain que tous les citoyens européens vont adhérer. Mais en revanche, d'expérimenter localement, ensuite, voilà, on démultiplie. Alors moi j'ai simplement plusieurs questions à te soumettre. Est-ce que cette idée, est-ce que c'est simplement à titre d'indication, est-ce que la personne sur la base du volontariat va pouvoir accéder à ces données carbone? Et ensuite, est-ce que ça risque pas de culpabiliser trop l'individu si elle est imposée à cette personne? Oui, alors justement, oui, les résultats pourraient être disponibles pour tous. Après, je pense qu'au niveau de la... Je pense que, oui, à vrai dire, il y a ce problème de culpabilité. Après, je pense que ça pourrait encourager tous les citoyens à réduire leur consommation énergétique, par exemple. Donc, et est-ce que aussi c'est possible, tu penses, d'élargir au-delà du simple fait carbone et des émissions de gaz à effet de serre à quelque chose qui est plus sur l'impact environnemental et écologique, sur l'impact sur la biodiversité, sur l'utilisation des ressources? Parce que par exemple, quand on utilise l'électrique, certes, directement, ça n'a pas d'effet sur les gaz à effet de serre, mais par contre, il y a besoin d'énormément de ressources en minerais rares qui, eux, ont besoin de gaz à effet de serre, qui, eux, émettent des gaz à effet de serre pour leur extraction. Alors j'ai pensé au carbone en particulier, parce que je pense que sur d'autres formes d'énergie, ce serait plus difficile à comptabiliser. Donc, mais après, si d'autres systèmes existent dans l'avenir, pourquoi pas comptabiliser, oui, l'impact sur la biodiversité. Aujourd'hui, je pense que ce serait très difficile de comptabiliser. Par exemple, le nombre de déchets qui ont été laissés par les personnes. Il y a un problème aussi de gestion des données, c'est-à-dire que si les personnes sont constamment surveillées, s'ils déposent un déchet quelque part, peut-être que ça pose un autre problème éthique. Oui, merci. Très bonne idée. Moi, ce que j'aime bien dans votre approche, c'est l'approche consommateur plutôt que producteur. Je m'explique. Lorsque dans les accords de Paris ou dans ce qu'on appelle les INDC, donc les contributions que chaque pays dans l'accord de Paris déclare pouvoir apporter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ces INDC sont des émissions qui sont produites par les industries sur les États, par les industries qui sont sur le territoire des États. Mais en fait, nous, en tant que consommateurs, on consomme des choses pour lesquelles l'émission carbone, elle n'a pas nécessairement été faite en France.
Typiquement, lorsque vous mangez du riz, par exemple, le méthane, il n'a pas été émis en France, il a été émis en Thaïlande ou en Inde. Donc cette perspective consommateur, je la trouve tout à fait intéressante et je trouve qu'en effet, il faut changer de paradigme et il faut avoir cette perspective consommateur et j'apprécie de ce point de vue-là votre démarche. Je trouve que c'est la bonne. Le carbone, c'est comment on dirait en anglais, low-hanging fruit, parce qu'on sait bien mesurer, donc c'est par là qu'il faut commencer. Je pense que vous avez raison de commencer par là. Donc là aussi, je trouve que la piste est bonne. J'avais juste une petite question. Je crois que ce type d'outil existe déjà sur Internet. Donc je ne sais pas si vous avez fait un petit benchmarking de ce qui peut exister déjà. Mais en tout cas, ma préconisation dans tous les cas, c'est de prendre en compte toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, c'est pas seulement le dernier maillon. Vous avez fait 1 kilomètre pour aller acheter votre paquet de riz, ça d'accord, vous avez mis du carbone, mais votre riz, lui-même, quand il a poussé en Thaïlande ou en Inde, il a émis beaucoup de méthane. Donc en fait, il faut prendre toute la chaîne de valeur. Et donc, cette perspective consommateur et ce changement de paradigme, je trouve que c'est le bon, et j'apprécie cette initiative. Oui, pour répondre à votre question, je crois qu'il existe un système sur Internet qui permet de savoir, pour différents produits qui sont consommés, justement de savoir quelles sont les émissions carbone liées à ce produit. Par exemple, 1 kg de riz. Et puis, il y a déjà un système au niveau des producteurs qui a été créé d'émissions carbone au niveau de l'Union européenne, il me semble. Certaines entreprises ont compte leurs émissions carbone. Et après, il y a un système de marché des quotas. Mais justement, oui, je pense qu'il est possible de comptabiliser l'empreinte carbone des citoyens. Tout à fait. Je pense qu'il faut, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est que pour le moment, ce qui serait très bien, c'est d'expérimenter à l'échelle locale pour voir si la solution serait envisageable à la plus grande échelle, donc pourquoi pas nationale voire européenne. Donc pour le débat, je pense que ce serait plus intéressant de se concentrer vraiment sur cet aspect-là, pour voir si c'est possible justement de le réaliser, que ce soit au lycée ou même dans la commune. Voilà. Merci, oui. Donc mes propos rejoignent ceux de la dame qui a parlé précédemment, là sur le fait que ce qui est intéressant, effectivement, c'est de sensibiliser chaque consommateur, chaque individu, en fait, à tout ce qui s'ajoute au cours de sa consommation propre en termes de, effectivement, l'énergie qui a été dépensée pour cueillir, pour produire l'électricité, pour mettre en boîte, et pareil, par exemple, pour les véhicules électriques, il faudra, même si on dit qu'ils sont plus verts, il faudra bien prendre en compte le coût carbone des batteries, par exemple. Et je pense qu'effectivement, il y a déjà des référentiels qui existent, qui permettent de calculer ces coûts, mais que ça peut permettre, une telle initiative peut permettre de multiplier les références, justement, et d'avoir à disposition des banques de données, parce qu'on va partir sur des banques de données et du big data aussi, hein, qui va permettre d'enrichir notre connaissance de notre bilan carbone lorsqu'on consomme un produit en particulier. Donc c'est une très bonne sensibilisation des consommateurs, des plus jeunes aussi, et dans ce sens-là c'est un bon outil. Ça peut aussi être un apport intéressant justement, parce que ça va pousser le développement de bases de données, pour qu'on arrive enfin à faire émerger ce marché carbone. Il y a du mal quand même à se mettre en place, puisqu'il s'agit de valoriser effectivement le prix d'une unité carbone, et qu'on puisse avoir un marché qui fait qu'on va chercher à faire des économies aussi, et que certains producteurs, étant pollueurs, devront aussi contribuer plus. C'est comme ça qu'on aura vraiment un cercle vertueux. Voilà. On va prendre un dernier commentaire, ensuite on va passer à d'autres propositions pour donner un peu la parole aux élèves qui n'ont pas encore parlé. Très rapidement,
bravo, hein, c'est une belle initiative, il faut absolument essayer ça, il faut le tester, et le tester à l'échelle où vous pouvez le faire, c'est-à-dire sur Saint-Germain-en-Laye, me semble-t-il. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que, quand on parle objectif du développement durable, il est recommandé de ne pas se focaliser sur un seul ODD. Il faut être cohérent, savoir si ce que vous allez compter sur le carbone, c'est très bien de lutter contre le carbone, mais il y a d'autres objectifs. Donc je vous suggérerais d'élargir un petit peu en disant quel autre objectif du développement durable je peux prendre en compte en parallèle de celui de la réduction du carbone. Je vous donne un exemple. Vous avez tous des t-shirts. Bon, les t-shirts, vous pouvez voir combien il a fallu de carbone pour développer votre t-shirt, et vous pouvez le compter. Mais le t-shirt, il vient d'où? Il vient du coton qui a été développé en Ouzbékistan, parce que tout le coton qu'on consomme en France vient d'Ouzbékistan. Il a été tissé au Pakistan. Et qu'est-ce que le coton fait à la planète? Eh bien, il crée le désert de la mer d'Aral. Si on n'arrose plus la mer d'Aral parce qu'on arrose du coton, il y a la catastrophe écologique que vous connaissez. Il faut en tenir compte de tout ça. Donc, vous voyez, c'est un problème à plusieurs dimensions, c'est compliqué. Je ne vous recommande pas de le faire aujourd'hui. Mais il faut avoir en tête que, et c'est ça un des messages importants de la réunion auquel j'étais fin mars, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul objectif. On peut faire des choses superbes sur un seul objectif et puis oublier tout le reste. Donc il faut réfléchir à ça. Ne commencez pas par faire tout d'un coup, hein, mais travaillez votre dossier, mais ayez conscience qu'il y a d'autres objectifs qui doivent en même temps être remplis. On va juste faire un commentaire d'élève et puis on va passer ça marche? Ok. Déjà, je pense que l'idée en soi est excellente, mais niveau, c'était la culpabilité qui m'intéressait un peu, que si on a un produit particulier qui produit une certaine quantité de carbone, est-ce qu'il y aurait un moyen de proposer des alternatives pour ensuite réduire cette consommation, réduire ces émissions, par exemple sur ta plateforme ou sur d'autres moyens? Est-ce que tu envisageais quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, pour chaque produit, il pourrait y avoir des alternatives qui pourraient être proposées. Je ne sais pas, par exemple, peut-être qu'un site pourrait être créé où finalement on voit un produit très polluant et on regarde différentes alternatives qui pourraient exister, que les gens pourraient utiliser, voilà, qui consommeraient moins de carbone, qui seraient moins gênants pour la sauvegarde de la biodiversité. Ce serait possible. Donc pour les prochaines propositions, on va prendre 3 propositions en même temps, puis on va demander pour chaque proposition à seulement 2 membres de réagir pour qu'on puisse ensuite donner un peu plus la parole aux élèves, par exemple, s'ils souhaitent. Voilà. Donc on va prendre 3 propositions, les 3 élèves qui souhaitent parler, vous pouvez lever la main, puis on va vous choisir pour faire parler le plus de monde. Voilà, merci. Bonjour. Je m'appelle Aurélia, voilà, je ne sais pas si ça sert. Alors, bon, j'ai plein de propositions, alors je suis en train de décider laquelle dire en premier. En fait, bon, ça c'est pour moi un peu. En fait, dans ma famille, personnellement, et je pense que c'est le cas dans plusieurs familles, on essaye de un peu réduire notre empreinte par rapport au plastique qu'on utilise. Donc, notamment, on a arrêté de prendre de l'eau en bouteille, tout ça. Mais on a remarqué, et moi j'ai personnellement remarqué aussi à Saint-Germain, mais aussi dans les villes environnantes, évidemment il n'y a pas de représentants des autres villes environnantes, mais voilà, qu'il n'y a pas de magasins sans plastique. Alors je ne sais pas si vous connaissez le concept, je pense que oui, ce sont des magasins où tout est dans des bols, enfin dans des bocaux. En vrac, voilà, ça s'appelle, pardon. Et donc on ramène son bocal et on prend des choses, il n'y a pas toujours tout, mais je trouve que ce serait une bonne idée d'encourager ça au sein de la ville, parce que pour l'instant, pour les magasins en vrac, on doit aller à Paris pour y aller. Enfin, pour aller à Paris pour faire ses courses, c'est un peu compliqué. Et voilà. Je voulais juste savoir si c'était faisable à l'échelle locale. Comme ça, on pouvait permettre aux Saint-Germanois de vivre un peu sans plastique. Voilà. On va prendre une deuxième proposition. Oh, bonjour. Alors, il y a plusieurs recherches qui montrent que le régime alimentaire le plus efficace pour nourrir la planète serait un régime soit végétarien, soit végétalien.
Donc nous, ce qu'on pensait dans notre classe, c'était peut-être d'introduire cette idée soit à la cantine, soit de faire des campagnes publicitaires pour encourager, un peu éduquer la population en général sur les bénéfices sur la santé, sur l'environnement, d'un point de vue éthique aussi, mais pas surtout. Donc oui, vos points de vue dessus. Ouais, voilà. Une troisième personne. Donc je suis Maya Grossman de première ES3 et ma classe m'a demandé s'il serait possible de réintroduire la taxe carbone, mais comme l'a proposé Nicolas Hulot, le faire avec un accompagnement social digne de ce nom. La Suède l'a fait, ça marche. La population a donc réduit ses émissions de carbone. Pourquoi ne serait-il pas possible, à partir des revenus générés par la taxe carbone, de faire des allocations sociales pour aider à la transition écologique? Une toute petite réaction, parce que je veux laisser les autres s'exprimer, et notamment peut-être Natalia, que je dirais sur la question de la taxe carbone. Moi, je voudrais réagir sur la proposition d'Aurélia, l'utilisation du plastique. Ça commence à se faire. Il y a quelques magasins à Saint-Germain qui développent, pas encore assez. Et je pense que nous, collectivités locales, nous avons une mission en particulier, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire tout de suite et en même temps, Laura ne me contredira pas, mais c'est de mener une discussion avec notamment nos commerçants et nos grandes surfaces, parce qu'il est absolument inadmissible d'acheter des biscuits dans une boîte carton avec à l'intérieur des petits sachets plastiques. C'est un scandale. Donc voilà, c'est un petit exemple, une petite illustration, mais il y a une vraie discussion à mener au plan local, mais aussi au plan national, sur le fait que les pratiques peuvent vraiment évoluer dans le bon sens. Je vais compléter avec une solution qui est toute proche de nous. Alors effectivement, il y a des commerces bio qui font du vrac, mais par exemple, la ville de Houille et de Sartrouville ont développé un petit label avec leurs commerçants sur « Je suis un commerçant qui accepte de voir des clients venir avec leur propre contenant ». Donc par exemple, votre boucher, c'est pas pour le régime végétarien, mais votre primeur par exemple, vous pouvez venir avec vos propres sacs pour éviter qu'ils vous donnent des petits sachets ou des sacs individuels. Et donc voilà, ça se traduit là-dessus. On est en train d'en discuter à l'échelle de la communauté d'agglomération Saint-Germain-des-Clos-de-Seine, puisque ça fait partie de missions qui seront proposées dans le plan local de réduction des déchets à l'échelle de la communauté d'agglomération. Je voudrais répondre à la proposition des menus végétariens. Il se trouve qu'on avait déjà eu cette demande au niveau du conseil de la vie lycéenne. Donc on a réuni hier la commission menu de l'établissement et nous allons entrer en phase test sur les menus végétariens. Donc phase test, il nous reste peu de temps jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais les 2 premiers mardis du mois de juin, il faut anticiper le temps des commandes, donc ça ne pouvait pas être la semaine prochaine. Les 2 premiers mardis du mois de juin, nous allons proposer un menu classique et un menu végétarien. Et nous ferons une évaluation à l'issue de ces 2 mardis pour voir ce qu'en ont pensé les élèves. Ça nous paraît difficile de décider par exemple un jour par semaine menu végétarien pour tout le monde, ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais on va essayer de sensibiliser progressivement les élèves à la diversité qui existe aussi dans les menus végétariens, introduire des protéines végétales. Donc nous lançons l'opération. Donc 2 séances, on fera de la publicité pour que vous ayez bien conscience ce jour-là qu'on vous propose un menu équilibré végétarien. Et puis on verra ensemble comment on fait évoluer, mais pourquoi pas l'année prochaine, un jour par semaine, proposer un menu végétarien. Je voulais réagir aux 2 premières propositions par rapport au vrac. Donc nous, à Pop-la-Coque, nous avons fait un sondage auprès de nos adhérents. Et en fait, 55% de nos adhérents considèrent le vrac indispensable. Donc nous sommes en train de réfléchir comment le mettre en place quand nous aurons des locaux. Et en fait, il faut savoir que le vrac, il n'est pas toujours si simple que ça, parce que le vrac est distribué dans des grands distributeurs, qu'il faut nettoyer avec des tas de produits qui ne sont pas écolos du tout.
il arrive souvent dans des grands sacs plastiques qui ne sont pas si écolos que ça non plus, mais la démarche est quand même géniale. Et nous essaierons en tout cas nous de la mettre en place. Et je voulais compléter en disant justement que si vous faites vos courses au marché, il y a plein de commerçants qui sont prêts à accepter des sacs en tissu, des boîtes Tupperware. De mon côté, je fais mes courses 2 fois par semaine au marché. J'amène mes bouteilles en verre au crémier qui me les remplit avec le lait. Donc je n'ai plus de bouteilles plastique pour le lait. Et quand vous allez chez les commerçants, y compris dans les supermarchés type Casino ou autres, ou Carrefour, vous pouvez amener vos propres contenants pour qu'ils y mettent la viande, pour qu'ils y mettent le poisson. La loi a changé et en fait autorise maintenant les magasins à accepter les contenants des clients s'ils sont considérés comme propres. Donc il y a possibilité d'acheter beaucoup en vrac et sans sac plastique, déjà actuellement dans un certain nombre de magasins qui ne font pas forcément spécifiquement du vrac. Et je trouve l'idée géniale et je suis la première cliente de ces magasins en vrac, dès que ce sera vraiment généralisé partout. Je voulais également réagir sur les menus végétariens. Je pense qu'il y a certainement beaucoup d'élèves qui n'auront aucun problème avec les menus végétariens. En tout cas, nous, c'est ce que nous faisons déjà dans la famille. Et je voulais aussi juste donc dire que c'était une excellente idée. Et quand même bien faire attention dans la mise en œuvre qu'on ne remplace pas de la viande par des haricots qui viennent du Kenya ou par des tomates qui viennent d'Afrique du Sud. Et que du coup, en fait, on se retrouve quand même avec une empreinte carbone assez costaud qui n'est pas nécessaire alors qu'on pourrait consommer du local. On prend une dernière proposition et ensuite on va donner la parole à la députée pour la taxe carbone. Oui, je voulais réagir à la proposition de Amish, c'est ça? Oui, merci, super proposition. Je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il faut aussi bien se nourrir et que la viande ou les produits animaux apportent entre autres la vitamine B12 qui n'est pas, donc dans un régime végétalien, il faut complémenter son alimentation avec des vitamines B12 si on ne mange pas du tout de produits animaux. Donc il faut faire attention à ça. Donc premier point. Deuxième point, faut pas le présenter, c'est pas nécessairement une contrainte de moins manger de viande, et c'est pas forcément devenir végétarien ou devenir végétalien, c'est moins manger de viande, et c'est pas forcément une contrainte, ça peut être un plaisir, et je crois qu'il faut le présenter plutôt comme ça, et se dire, ben, chouette, on va découvrir, il y a des pays, je pense à l'Inde par exemple, où on a l'habitude, pour beaucoup, de manger végétarien et où c'est un plaisir. Donc on ne connaît pas trop, dans nos sociétés occidentales, on ne connaît pas ce plaisir. Et si on connaissait, peut-être qu'on serait heureux d'être végétarien ou d'être flexitarien. Donc simplement moins manger de viande. Et au final, il ne faut pas être dogmatique. Il faut juste se dire, ben voilà, peut-être que je peux évoluer, peut-être que je peux faire évoluer les gens dans une démarche de plaisir et dans une démarche de découverte, sans que ça soit une contrainte. Et ça revient un petit peu à la remarque qui avait été faite auparavant sur la proposition 1. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui fasse du mal, mais au contraire se dire, bah, ok, super, allons découvrir des nouvelles choses, tout en faisant du bien à la planète et en se faisant du bien aussi à notre santé et en ayant tous les nutriments. Mais pour conclure, super. Et justement, laisser le choix à la cantine, ça permet aux élèves d'aborder cette question de plaisir. Et alors, rapidement sur la taxe carbone, parce que ça c'est un grand débat, hein, c'est un grand chantier. Donc en France, juste pour en préciser, effectivement on a un prélèvement des taxes qui est versé dans un pot commun de toutes les recettes fiscales. Donc c'est mélangé, donc on ne les flèche pas. Vous voyez, c'est fait comme ça. Mais il faut savoir qu'en revanche, sur ce pot commun, donc les recettes de l'État, eh bien vous avez 37 milliards qui est un budget en nette augmentation, donc 37 milliards qui sont alloués au ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc dans les 37 milliards, vous avez bien donc, une partie des taxes qui a abondé à ce budget et qui va être distribuée sous forme d'aide sociale pour, par exemple, aider à la transition, au changement de véhicules. Alors les véhicules électriques sont encore un peu chers, mais le prix va aller baissant, et puis on va avoir des voitures d'occasion aussi qui vont arriver sur le marché. Donc on est
On estime que ça va prendre du temps, mais il y aura de plus en plus de personnes qui pourront bénéficier de ce changement de véhicule pour passer à des véhicules moins polluants. Et là, on a des aides qui vont jusqu'à 4 000 € aujourd'hui. Je sais que c'est pas assez si on parle d'un véhicule, d'acheter un véhicule neuf à 12 000 €, mais bon, voilà, vous voyez, c'est pas négligeable si les prix réduisent et baissent et que l'on va vers un véhicule d'occasion. On a aussi une part de ce crédit qui est allouée pour la rénovation des bâtiments, la rénovation énergétique, même une large part. Et là, il faudrait qu'on accélère là-dessus, parce qu'on sait très bien que la meilleure économie d'énergie, en fait, c'est l'énergie que l'on ne consomme pas. Donc, un des grands enjeux partout dans le monde développé, c'est de mieux isoler les bâtiments. Hein, ça représente 30% des perditions énergétiques. C'est la qualité d'isolation thermique des bâtiments. Donc, il y a déjà, pour les personnes les plus défavorisées, des crédits qui sont alloués sous forme de chèque énergie aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas directement fléché. Donc ça, je pense qu'on va en reparler, puisque vu je dirais les mois que ça a créé, lorsqu'on a dit on va augmenter de 0,3% la taxe carbone en se disant on a déjà une trajectoire carbone qui est liée à l'accord de Paris, qui fait qu'on augmente petit à petit les taxes pour dissuader les consommateurs d'utiliser soit leur véhicule, soit d'aller vers l'autopartage, soit de changer de mode de transport, d'utiliser plus les transports publics. Mais on a vu que comme il y avait des régions où le système de transport public est moins efficace, ça a créé un émoi pour des personnes avec des revenus faibles et qui ont besoin de leur véhicule, leur voiture pour aller travailler. Donc je pense que le débat va revenir sur le devant de la scène et que on essaiera d'aller dans ce sens-là, de plus flécher la contribution de la taxe carbone vers des choses concrètes qui parlent aux citoyens. On va prendre trois autres propositions, à part si certains élèves ont des réactions par rapport, très rapides par rapport aux propositions qui viennent d'être faites. On va juste en prendre une ou deux, et puis on va passer. Bonjour, j'aurais une question pour Madame Boutin. Vous parliez de commerce à Saint-Germain-en-Laye qui pratique déjà le commerce en vrac. Et étant donné que j'en ai jamais entendu parler, je pense que ce serait une bonne idée de valoriser ces magasins et d'en faire en quelque sorte une promotion pour que les clients se dirigent plus spécifiquement vers ce genre de magasins et de pratiques, pour qu'ensuite ça devienne une habitude et que tous les citoyens de Saint-Germain, et puis idéalement de toute la France et peut-être même de toute l'Europe, puissent se diriger vers ce genre de pratiques et du coup faire la promotion de ce genre de magasin, parce que je n'en ai jamais entendu parler. Alors, tout à fait d'accord. Alors, chaque magasin qui ouvre, et ça a été le cas ça s'appelle Cébio, qui se trouve dans la galerie marchande, voilà, on fait un petit coup de pub. Mais nous avons aussi une association des commerçants de Saint-Germain, avec un président. Nous avons un dialogue avec cette association, donc l'idée c'est que moi je dois les rencontrer prochainement pour faire un grand point sur un certain nombre de sujets. L'éclairage la nuit, voilà. Et ça peut tout à fait être à l'ordre du jour pour que entre eux, ils échangent sur ce point-là et ils s'auto-sensibilisent et ensuite voilà, qu'on puisse effectivement faire un peu de pub. Une deuxième remarque, on va prendre juste une remarque et puis on va passer Je voudrais répondre à ce qui a été dit justement sur le plat végétarien. Et le but justement d'instaurer ce plat végétarien par semaine, ça serait plutôt pour attaquer donc la surconsommation de viande en général en France. Et ce serait pas du tout pour plaire aux végétariens comme j'ai entendu dans le public. Et c'est pour montrer aux élèves que c'est quelque chose de tout à fait accessible et que ça devrait être fait plus. Donc, trois élèves qui souhaitent proposer des nouvelles solutions. Vous pouvez lever la main. On va vous donner la parole. J'ai une proposition. Alors, avec ma classe, on a fait ce qu'on a appelé le petit débat avant le grand débat en préparation. Et on s'est focalisé sur
l'alimentation et l'agriculture en lien avec les transports et la pollution. Et une solution qui est ressortie, c'était privilégier des producteurs locaux à la cantine. Par exemple, que notre cantine s'alimente plutôt chez des producteurs régionaux et qui viennent idéalement des communes très proches de Saint-Germain-en-Laye, plutôt que loin dans d'autres pays. Bonjour, moi j'aimerais intervenir au niveau des déchets parce que alors c'est important de réduire sa consommation de déchets mais aussi de revaloriser les déchets et de ne pas tout jeter et que ça finisse dans des décharges. Donc avec notre classe on avait pensé installer des bacs pour récupérer le compost dans les villes parce qu'on en trouve très peu. Et aussi pouvoir réinstaurer une forme de consigne, donc pas forcément pour les bouteilles en verre parce qu'elles sont très peu présentes dans le commerce, mais pour les bouteilles en plastique par exemple, comme ce qui a déjà été fait dans certaines villes, donc pour pas que tout le plastique qui est utilisé se retrouve dans la nature ou dans les décharges. Bonjour, donc je m'appelle Francesca. C'est parfait, on dirait presque qu'on s'est mis d'accord parce qu'en fait, tout est en lien en fait, on va dire. Donc c'était parfaitement en lien avec Émilie, ce que je voulais proposer. C'était un espèce de, comment dire, on pourrait dire un réseau local entre, moi je pensais par exemple à la cantine, mais ça pourrait également être par exemple les restaurateurs à Saint-Germain, etc. Des espèces de réseaux pour récupérer le compost. Si on fait du compost par exemple à la cantine, pourquoi ne pas le donner, par exemple, aux lycées agricoles, qui en auraient peut-être besoin, ou aux agriculteurs locaux, aux producteurs locaux qui pourraient tout simplement l'utiliser. Ça permettrait d'un côté de jeter beaucoup moins, parce que, bon, en tant qu'élève ici, je sais qu'on jette énormément, que ce soit des crudités, des fruits, mais aussi les plats. Enfin, je veux dire, il y a des kilos de viande qui sont jetés chaque jour, à mon avis. Et donc d'un côté ça permettrait de récupérer tout ça, donc comme le disait Émilie, on jette énormément, on n'a peut-être pas conscience de tous les déchets qu'on fait, mais de l'autre côté également aux agriculteurs locaux qui pourraient peut-être justement utiliser moins de pesticides, ou enfin je ne suis pas du tout experte sur ce sujet, donc je n'ai pas du tout de détails sur comment le compost pourrait être récupéré, transporté, etc. Mais à mon avis ça pourrait vraiment, ça pourrait être faisable et ça pourrait également aider les agriculteurs locaux. À mon avis, ça créerait presque une entraide entre justement les différents lycées et les différents commerçants. Donc voilà, j'attends vos avis et justement c'est en lien avec Émilie et Kenan aussi. Donc, voilà. Merci. Mardi justement, on a regardé le film Demain à l'école et il parle de San Francisco, une ville où chaque maison, chaque foyer a une poubelle dédiée au compost, à même titre que la poubelle du recyclable et du non recyclable, et qu'il y a un système de compost général pour toute la ville, qu'ensuite ce compost est revendu aux agriculteurs qui se l'arrachent parce qu'il est d'excellente qualité. Donc je voulais savoir si justement pour le niveau local, on pouvait instaurer un système similaire dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. Alors quelques petites réflexions qui seront abondées par Laura et puis par Nathalie. Alors, il y a des expérimentations en cours, même à Saint-Germain. Il y en a une notamment en lien avec le Quai des Possibles, dont vous avez tous dû entendre parler. Cette expérimentation, elle va consister à ce que 2 travailleurs en insertion récupèrent chez 10 restaurateurs volontaires, à vélo, les déchets organiques et les transporteront sur une plateforme de compost qui va être installée dans le parc du château. Donc on est dans le local, dans l'insertion, le social, la récupération, moins de gaspillage alimentaire. Donc ça va être une expérience extrêmement intéressante. Et ensuite, expérimentation, on la dupliquera si on le peut. Ensuite, des bacs à compost, il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus en ville, parce qu'on mène des travaux de réflexion avec une autre association qui s'appelle Vélocavor. Voilà, on a déjà quelques sites de compostage à côté du centre administratif, mais il faut développer. Il n'est pas interdit au lycée international, qui a une superbe nouvelle cantine, d'installer un site de compostage
des déchets organiques. Alors on ne peut pas tout y mettre, on ne peut pas y mettre la viande, mais quand même, ça c'est quand même génial. Et ben, même chose au niveau de toutes les écoles saint-germainoises. Donc chacun, voilà, il ne faut pas non plus dépendre totalement des autres, mais chacun, ben, y compris dans son lycée, peut aussi voilà, mener une initiative. Voilà, donc ces deux petites observations, je donne la parole à Laura. Oui, donc pour compléter, par rapport à tout ce qui est donc, installation de composteurs, donc c'est une compétence de la communauté d'agglomération. Maintenant, les déchets, ce n'est plus des compétences villes, mais on incite quand même les habitants à développer ce genre de système. Pour ce qui est de la récupération des matières organiques fermentescibles et la revalorisation en compost, avec l'exemple de San Francisco, effectivement, on est sur une ville à une échelle différente de celle de Saint-Germain. Il faut savoir que la plateforme qui gère l'ensemble de ces déchets se situe à plus de 80 km de la ville de San Francisco. Je ne sais pas si jamais vous êtes déjà allé à San Francisco, mais on est dans la baie et il faut traverser le pont pour pouvoir accéder en fait au territoire qui se trouve au nord de San Francisco pour aller gérer ces déchets. Donc imaginez des camions aussi qui font l'ensemble de ces trajets tous les jours. Donc on est sur des grandes échelles, de grandes valorisations, mais à l'échelle nous, de notre commune, c'est assez compliqué pour l'instant à mettre en œuvre. Néanmoins, on a des réflexions sur des usines de méthanisation pour la revalorisation justement de ces déchets, en plus de la pratique du compostage. Et le dernier point sur le petit débat sur l'alimentation et puis les circuits courts. Alors c'est possible en fait de le développer, notamment grâce au marché public des établissements ou des structures comme celle des villes avec les cantines, pour mettre des clauses en fait de qualité et d'origine de certains produits. Voilà. Et puis il y a une loi qui s'appelle Régalim qui va bientôt passer et qui va demander aussi au territoire d'utiliser les ressources qui sont à proximité pour pouvoir alimenter justement les cantines scolaires. Et donc c'est vrai qu'on y travaille également à la ville parce qu'on est aussi dans un territoire de production dans les îles. Voilà. Alors, du plus local au national, d'abord moi je fais mon compost effectivement, mais je pense que vous-même, si vous êtes en maison individuelle, vous pouvez encourager vos parents à le faire. Et si vous vivez en copropriété, ce qui est quand même le cas de pas mal de monde, c'est là où vos parents, s'ils participent au syndicat de copropriété, ils peuvent faire cette proposition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre que ça vienne de l'extérieur, il faut se mobiliser pour être acteur et vous pouvez inciter peut-être vos parents à proposer ça en réunion de copropriété. En général, c'est au mois de mai, juin, donc c'est le bon moment pour proposer qu'il y ait un composteur à disposition de tous les copropriétaires d'une cité, d'un bâtiment. Ensuite, au niveau national, donc je vous ai parlé de cette loi qui s'appelle Feuille de route de l'économie circulaire, #FREC, qui va parler de la lutte contre le gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire, information aux consommateurs pour justement qu'ils aient tendance à recycler plus, lutter contre l'obsolescence. Donc tout ça, c'est dans le projet de loi FREC qui n'est pas encore sorti. On a fait du brainstorming, je ferai remonter vos remarques aussi, mais bien sûr on a parlé des consignes, verre, plastique, tout ça c'est en train d'être travaillé au niveau de ce projet de loi. Et qu'est-ce que peut faire l'État en termes d'incitation ? Il y a aussi le fait qu'on augmente la taxe déchets. Alors ça ne plaît pas toujours aux collectivités territoriales qui doivent supporter un coût supplémentaire. Mais c'est un peu comme le même principe de la taxe carbone. C'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, si on va collecter, le coût de collecte et de traitement des déchets devient plus cher, eh bien les collectivités territoriales auront à supporter un plus grand coût. C'est pour ça que c'est intéressant, dans l'exemple de Saint-Germain-en-Laye, qui s'empare du sujet en disant mais il faut qu'on réduise nos tonnes de déchets. Et ça, par le tri. C'est par le tri. En triant ce qui peut aller vers du compost, ce qui peut être recyclé. Et donc vous avez moins de tonnes de déchets, donc vous allez payer moins de taxes. Ça, c'est le rôle de l'État, c'est d'avoir des mesures incitatives et parfois des mesures qui ne sont pas toujours mal comprises, qui sont vues comme un peu punitives. On augmente les taxes, mais si vous voulez, c'est pour aller dans le sens qu'avec ces taxes, on va pouvoir se payer des moyens de recycler de façon
plus aboutie, plus fine. Et tout ça, ça a un coût. Ces nouveaux processus que l'on veut mettre en place, notamment au recyclage du plastique. Et donc, ça, on compte le payer par des augmentations de déchets. Donc, de toute façon, les collectivités territoriales seront appelées à réduire leur volume de déchets. On va prendre une dernière remarque Ça marche pas, oui. Je voulais juste faire une remarque par rapport à ça, justement. C'est un peu une proposition, mais c'est un parallèle, en fait. Parce que j'avais vu une école, enfin je sais plus où c'était, mais une école primaire, dans laquelle les élèves, après avoir mangé, donc ce qui restait sur leur assiette, ils le triaient, donc dans des bacs, ou enfin je sais pas dans quoi, mais voilà. Ils mettaient d'un côté la viande, d'un côté les légumes, tout ça. Et ça permettait déjà de trier ce qu'il y avait à manger, donc de pouvoir le recycler, mais en plus de savoir vraiment ce que les élèves mangeaient. Et bon après, évidemment, et donc d'adapter le menu en fonction de cela, parce que ça sert à rien de produire énormément de nourriture et que les élèves ne la mangent pas. Et enfin, au début on peut penser après on va manger que des frites, quoi, mais c'est pas vrai. Enfin, quand même les élèves on mange plus que juste des frites. Et voilà. Si vous vous rappelez de quelque chose de ce que j'ai dit, s'il vous plaît, ne vous rappelez pas de ça. Enfin, donc voilà, donc pour peut-être que également trier les déchets de ce qu'on mange, mais aussi pour permettre de produire moins de nourriture inutile. Voilà. On va prendre une deuxième question et puis on va arrêter. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire la jeune. Oui, merci de cette remarque. Je voulais rebondir sur votre remarque. Vous avez tout à fait raison. Il faut garder en tête la hiérarchie de l'économie circulaire. Il faut avant tout, c'est reduce, reuse, recycle. Donc, avant tout, il faut réduire sa consommation. Si on ne peut pas la réduire, il faut réutiliser ce qu'on a déjà consommé. Donc, c'est de la deuxième main, c'est les Oxfam où on va acheter des vêtements de deuxième main, etc. Ou c'est le vélo qu'on partage, etc. Ou l'automobile qu'on partage. Troisièmement, si on ne peut pas ni reduce ni reuse, alors on recycle et on peut faire du compost. Autrement dit, et si je le focus maintenant sur l'alimentation, avant tout, on sait aujourd'hui que dans les pays développés, il y a 30% de l'alimentation qui est jetée. C'est juste impossible de continuer comme ça, c'est insoutenable. Donc, première chose, comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Et j'apprécie beaucoup votre remarque parce que je pense qu'il faut commencer, avant de penser recycle en compost, il faut commencer par penser reduce mon gaspillage. Et merci de votre remarque. Une dernière remarque. Bonjour. Moi, je voulais juste dire que apparemment c'est quand même assez compliqué pour le personnel parce qu'il y a 2 plateaux qui arrivent en même temps en bas et du coup ils mettent du temps. Et donc si en plus il faut qu'ils trient la nourriture qui reste pour les mettre, enfin, pour le compost, ça risque de prendre encore plus de temps et du coup créer peut-être encore plus de bouchons au plateau. Et que donc du coup, fallait pas oublier ça aussi. C'est les élèves qui ne font pas les Je voulais dire que je soutiens tout à fait ce que vous avez dit, madame, sur reduce, recycle, etc. Je voudrais attirer un tout petit peu votre attention sur un danger du compostage. Le compostage, c'est très bien, il faut en faire. Mais il faut absolument éviter que le plastique d'emballage de la nourriture se retrouve dans le compostage. Et malheureusement, c'est bien ça. Alors, si vous voulez trier, il faut faire très attention. Si vous rejetez l'emballage dans lequel il y avait le steak ou le légume que vous voulez jeter, eh ben, il va être broyé lors du compostage. Et la catastrophe des plastiques dans l'environnement, c'est pas seulement les océans, dont vous avez entendu parler, bien sûr, avec le 5e continent de plastique, c'est dans les sols. Et si vous mettez des plastiques dans les sols, vous condamnez les sols pour des générations. Ils ne se réduisent pas, ils disparaissent très lentement dans l'environnement. Donc il faut être très vigilant sur le compostage, avoir un tri préalable qui évite toute contamination par du plastique. Pour proposer des solutions plus concrètes directement à l'échelle du lycée, je pense qu'il y a 2 choses sur lesquelles il faut qu'on travaille à la cantine. C'est donc au niveau de la nourriture qui est jetée par les élèves, dont la solution va s'articuler en 2 temps.
D'abord une sensibilisation des élèves qu'on a déjà commencé avec les MDL pour qu'ils sachent que eux, il faut se servir moins et se servir seulement ce qu'on va manger, mais aussi leur offrir cette possibilité d'adapter la taille de l'assiette qu'ils sont servis, et donc que ça devienne la normale en arrivant face au personnel du service, de pouvoir dire petit, grand, moyen, et qu'on ait une assiette qui nous soit servie directement la taille de notre faim. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dans l'ancienne cantine, on avait des bacs pour mettre tous le pain, les fruits, les yaourts qui n'avaient pas été consommés et qui ne sont plus là dans la nouvelle cantine. Et je pense que c'est vachement important parce qu'il y a quand même énormément d'objets de consommation qui pourraient être utilisés dans ce sens-là. Donc voilà, et ça peut être mis en place dès demain. Je pense qu'il y a quelque chose dans les 3 idées que vous avez émises qui était extrêmement intéressante, c'est celle du réseau local et que vous devez continuer à explorer et à approfondir. C'est voilà, l'écologie, c'est aussi la solidarité, c'est le contact, c'est la coopération entre les gens. Et il ne faut pas que vous soyez simple bénéficiaire de toutes ces avancées que vous pouvez apporter, mais que vous soyez aussi acteur. Donc, comme tu le disais, voilà, c'est vous qui allez faire le tri, c'est pas les agents d'entretien qui vont ensuite faire le tri. Il faut que, voilà, s'il y a un producteur local qui a la possibilité de donner des denrées alimentaires, que je ne sais par quel moyen, voilà, c'est à vous d'y penser aussi, que sur le site, il y ait des possibilités de contacter et de rentrer en contact avec ce producteur et de savoir comment est-ce que tout ce qui vous est apporté, toutes les choses dont vous bénéficiez est créé, comment est-ce que tout ce que vous avez la possibilité de faire, comment vous avez la possibilité de le faire. Et voilà. Et je pense que c'est primordial, voilà, il faut que vous sachiez et que vous rentriez en contact avec ces agents, avec ces producteurs et avec voilà, ces personnes. Merci. Juste deux petits mots sur l'intérêt de cette semaine du développement durable. Bon, je trouve tout ce que vous êtes en train de raconter vraiment très intéressant, mais je me disais, il ne faut pas que ça s'arrête au bout d'une semaine. Et la difficulté, elle est là. En arrivant tout à l'heure, tu me montrais qu'on avait mis des conteneurs pour pouvoir mettre des bouchons, pour pouvoir continuer. Je me suis dit, c'est très bien, ça commence à faire histoire. Il y a quelque chose qui commence à se raconter là. Et je vais juste reprendre deux idées qui ont été émises pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites tout de suite. Effectivement, vous avez besoin que l'institution, le lycée vous accompagne là-dessus, mais c'est des choses qui peuvent se mettre en place assez rapidement. Je trouve que l'idée de l'empreinte carbone, que vous soyez en mesure de comptabiliser, de regarder votre empreinte carbone, vous tout seul, vous avec votre famille, les enseignants, qu'à un moment donné, on ait la curiosité de se dire, tiens, premier trimestre, quelle est la consommation carbone des étudiants de cette école? Ça fait sens. C'est ça qui va sensibiliser les choses. On revient à la deuxième question sur ce qui se passe à la cantine. Moi, je travaille à la Défense. Le gaspillage alimentaire sur les tours de la Défense, je ne vous raconte même pas. Effectivement, depuis 1 an, on a mis un certain nombre d'entreprises, 7 grandes tours de la Défense, ont mis en place un tri sélectif où c'est chaque salarié qui trie son plateau. Alors, je comprends bien, ça a changé, c'est un petit peu compliqué en ce moment ici pour pouvoir faire ça, mais ce sont des choses dans lesquelles on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on prenait en trop. Par exemple, le morceau de pain. C'est ce qu'on jette le plus sur un plateau repas. Je pense que ça serait intéressant, et moi je suis prête à vous mettre en contact avec des associations qui viennent pour sensibiliser, qui travaillent sur ces questions-là à titre gratuit, par exemple au sein des écoles de Courbevoie où je travaille, ça se fait couramment, où on pourrait effectivement vous aider à réfléchir à quel est le sens de ce que vous mettez sur votre plateau. À quoi ça sert? Est-ce que vous alimentez de ça ou combien il part à la poubelle? Parallèlement, il y a beaucoup d'associations, notamment ici dans les Yvelines, qui recueillent ces plateaux repas pour pouvoir les redistribuer dans d'autres centres. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas redistribuer l'alimentation comme ça, mais il y a des choses à réfléchir autour de ça. Et dans vos propositions, il y a des choses très générales, mais je crois qu'il faut vraiment essayer de voir ce qui fait sens et qui va écrire un peu l'histoire du développement durable et comment vous voulez vous impliquer. Et vous êtes dans un magnifique endroit pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On va prendre les 2 remarques d'Adèle, s'il vous plaît. Bonjour, donc je m'appelle Méline et je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport au pain, par exemple. Donc on y a pensé dans la classe et on s'est dit en fait le bac avec les morceaux de pain sont tout au début du self. Et en fait c'est devenu, je pense, un réflexe pour les élèves de prendre un pain et de le déposer sur son plateau, même si en fait il n'en a pas vraiment besoin. Et donc un truc très simple à faire à l'échelle du lycée et ensuite ça pourrait se développer par rapport à tous les autres lycées,
c'est de mettre un bac de pain dans la cantine pour que les élèves aient à se lever pour aller chercher le pain s'ils en ont réellement besoin, s'ils en ont vraiment envie. Et je pense que ce serait aussi par rapport à... On aurait peut-être un peu la flemme, façon de parler, mais de se lever pour aller chercher le pain. Et je pense que ça réduirait considérablement la quantité de pain qui est gâchée. Et aussi, je voulais ajouter, comme Francesca, il me semble, en avait parlé, on ne se rend pas vraiment compte de la quantité de déchets et de gaspillage qu'il y a au lycée. Et ce serait peut-être bien de mener une action, enfin de faire une mesure pour peser au niveau du lycée concrètement la quantité de déchets qui sont gaspillés pour que les élèves vraiment se rendent compte de la quantité. Et l'objectif développement durable passe en grande partie par l'éducation des gens. Et donc ce serait peut-être bien de faire ça pour que les gens se rendent vraiment compte de ce qu'ils gâchent. Allô ? Oui, je voulais apporter deux réponses sur des sujets qui ont été évoqués depuis tout à l'heure, dont le tri des déchets. Mais la première, je reviens très en arrière, excusez-moi, sur l'origine des produits qui sont servis à la cantine. Depuis la mise en service des repas organisés par CEMIDI depuis le mois de janvier, il y a un engagement qui a été pris par CEMIDI et qui est tenu de vous fournir dans vos repas 20% de produits bio. Donc on n'a plus de menu bio tel jour comme on avait auparavant. Maintenant, dans chaque repas, c'est au moins 20% d'origine bio, garantie. Et ensuite, l'autre objectif de CEMIDI, c'est de travailler le plus possible avec les producteurs locaux. Donc ça fait partie du cahier des charges de cette société. Et le pourcentage est déjà important, je ne l'ai plus en tête, mais de travail avec des producteurs locaux. Je sais que toute la salade que vous mangez actuellement vient de producteurs locaux. J'ai retenu au moins la salade. Mais ça fait partie des objectifs de cette société qui nous aide à la préparation des repas maintenant. Deuxième objectif, le tri des déchets. Vous avez remarqué que dans la nouvelle demi-pension, il y a ce système de tri des déchets. Donc on trie d'une part les déchets alimentaires, de l'autre les papiers, tout ce qui va être jeté. Première étape du tri. J'ai appris mardi que devaient arriver aussi des bacs de récupération du pain. Je ne sais pas s'ils ont été installés, ils sont arrivés. Donc on trie le pain d'un côté, les déchets alimentaires, troisième tri, les papiers et les plastiques. Alors vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien je n'ai pas la réponse. Mais la démarche est enclenchée, donc j'espère que derrière il se passe quelque chose. On pourra poser la question à la société CEMIDI. Pour le peser aussi tout ce qui est jeté, je pense qu'il y a une surveillance qui est faite par rapport à ça. C'est ce qui permet d'élaborer les différents menus. Quand on constate que les élèves n'ont pas aimé tel ou tel produit, on en tient compte pour l'évolution dans le choix des menus. Donc il y a une analyse beaucoup plus fine que ce que vous imaginez qui est faite au niveau du choix des produits, de la qualité des produits, du tri et du recyclage. C'est un travail qui est en cours et je pense que là, il y a des perspectives qui vont se croiser, se rejoindre. Si tout le monde travaille ensemble, on va forcément progresser dans ces domaines-là. Juste une petite chose, j'avais entendu parler, j'avais assisté à une formation moi, sur la labellisation établissement développement durable. Un exemple d'action d'élèves avait été de récupérer tout le pain qui était jeté dans une semaine et de construire avec une immense sculpture. Et ça avait fait un électrochoc assez efficace au niveau de la population. Voilà. Bonjour, je m'appelle Tom. Et je voulais proposer des poubelles où on pouvait trier nous-mêmes en fait. Plusieurs poubelles avec une poubelle papier, plastique qu'on pourrait d'abord mettre au lycée et même à Saint-Germain, commencer par les lieux populaires, par exemple le château. Et voilà. Et c'est plus facile, c'est une idée facile. Voilà. On a aussi hypothésé au sein de la ville, par exemple pour les transports en commun, on s'est rendu compte que la plupart des bus arrêtaient de fonctionner aux environs de 21h à 22h. Et pour limiter la consommation de transports individuels, ce serait bien de pouvoir augmenter ces horaires, par exemple en week-end, de les amener par exemple jusqu'à minuit. Ceci, je ne sais pas si ce serait possible, ou sinon de remplacer les bus au fur et à mesure par des bus électriques.
Alors, moi j'ai entendu beaucoup de propositions sur le gaspillage, mais je me suis dit qu'on pourrait faire encore plus intelligent en tout simplement rendant tous les plats payants. Qu'on pourrait faire, je sais pas, 50 centimes pour le pain, 30 centimes pour le yaourt, et faire des subventions pour ceux qui en ont plus besoin, comme ça on éviterait tout le gaspillage. Et par rapport au régime végétarien, je me suis aussi dit qu'on pourrait, au lieu de prioriser des régimes végétariens, mettre l'accent sur la viande de porc et de poulet, parce que globalement l'argument qui est le plus utilisé par les végétariens, c'est la consommation d'eau et de carbone. Alors le carbone, déjà statistiquement, produire 1 kg de viande de bœuf, ça produit plus de carbone que produire 1 kg de blé, mais c'est pas énorme l'écart. Alors que pour l'eau, c'est vrai que c'est énorme, mais l'eau, c'est pas vraiment un problème. Là, on a fait un chapitre il y a 2 semaines en géo, on utilise 9% de l'hydrosphère, et les 9% ils se régénèrent quasi totalement. Donc c'est pas la consommation d'eau qu'on engendre en mangeant de la viande bovine, c'est pas la priorité, peut-être pour réduire notamment notre empreinte de carbone et simplement pour la santé, parce que manger la viande rouge plus de 3-4 fois par semaine, il y a des études qui ont prouvé que c'était assez nocif. Donc on pourrait prioriser la viande de poulet et de porc. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Diego, je suis représentant de la terminale S2. Nous on a parlé de la surconsommation en classe, et donc déjà alimentaire, on en a pas mal parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais sur 2 points, tout d'abord la surconsommation énergétique. Je pense qu'au niveau du lycée, on pourrait promouvoir des attitudes comme par exemple éteindre la lumière entre chaque heure de cours ou dès que la salle n'est pas utilisée, puisque je ne pense pas que ce soit la majorité, mais à chaque fois qu'on se balade dans les couloirs, on peut se rendre compte que les salles de classe sont vides et pourtant la lumière est allumée, donc c'est une première action qui pourrait avoir un impact. Et aussi au niveau pour lutter contre la déforestation à notre échelle, promouvoir, donner en tout cas la possibilité aux professeurs qui font des photocopies dans une grande quantité tous les jours, d'utiliser du papier recyclé, de mettre ça, je ne sais pas si ça existe déjà, mais de mettre ça à disposition pour les professeurs, et éventuellement de prendre d'autres mesures comme par exemple supprimer les carnets de correspondance et remplacer tout par des procédures par l'ENT par exemple sur internet. Donc voilà, quelques mesures comme ça qui pourraient vraiment aider à éviter cette consommation excessive de papier. On a eu beaucoup de propositions là, donc on va peut-être demander si vous avez des réponses à tous les élèves. Je voudrais réagir à la dernière proposition. Attention quand vous pensez à remplacer le papier par Internet. Parce qu'Internet, on a l'impression que c'est le cloud, le grand truc magique qui pollue rien du tout. Et en fait, il faut savoir que la pollution des technologies de l'information et de la communication est énorme et que c'est celle qui croît le plus. C'est-à-dire que si j'ai bien les chiffres en tête, d'ici 4 ans, 5 ans, toute la pollution qui sera générée par tout ce qui est nouvelle forme de communication, donc tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseau, tout ce qui est... parce que ces réseaux, ça utilise de l'électricité, ça sera supérieur à la pollution générée par l'ensemble de l'industrie automobile et des transports en commun, enfin et des transports, y compris automobiles, l'ensemble des transports aéronautiques. Donc on ne parle pas d'un petit truc, on parle quand même d'un gros truc. Donc quand on pense à remplacer du papier par quelque chose qui est informatique, il faut bien faire attention de où cette informatique se situe, parce qu'elle est toujours physiquement quelque part. Et si elle n'est pas dans un endroit dont vous savez que l'énergie qui a été utilisée pour produire ce réseau, enfin pour faciliter la circulation des informations sur ce réseau de télécommunications, c'est pas de l'énergie propre. Si c'est par exemple dans le cloud, la plupart du temps c'est quelque part aux États-Unis. Et le quelque part aux États-Unis, c'est alimenté par des centrales à charbon qui sont extrêmement polluantes et qui ont des impacts dramatiques sur l'environnement là-bas. Donc, je trouve bien d'essayer de réduire notre consommation de papier, mais parfois, quand on fait le vrai bilan, la consommation de papier, elle a moins d'impact environnemental qu'une consommation Internet. Juste pour rebondir sur son point, ce qu'il faut bien voir, c'est que n'importe quel paramètre sur lequel on va essayer d'agir va avoir un impact sur quelque chose d'autre. Donc on ne peut pas réfléchir à l'environnement comme étant quelque chose de ponctuel, on doit le réfléchir de façon globale.
quand on dit, voilà, on sait quel est l'impact carbone pour produire 1 kilo de viande, la question c'est si on arrête de produire ce kilo de viande, qu'est-ce qu'il se passe? D'accord? Donc on ne peut pas juste se dire j'arrête d'utiliser du papier, j'arrête de surconsommer, ce qui d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quand même de notre faute. Ça fait 70 ans qu'on demande à vouloir consommer plus, consommer moins cher. On veut des petits gâteaux qui ne soient pas en miettes. C'est pour ça que oui, c'est un crime d'avoir des films en plastique autour des biscuits qui sont eux-mêmes dans une boîte en carton. Mais c'est de notre faute. C'est nous qui avons demandé à ce que les tomates soient d'une telle taille, avec une telle couleur, avec une certaine forme. C'est de notre faute. Et derrière ça, l'impact économique, d'ailleurs il ne faut pas l'oublier, c'est que si on arrête aussi de consommer ce que l'on a demandé depuis maintenant 70 ans, si on arrête de consommer ces gens-là qui travaillent dans l'agroalimentaire, économiquement, on fait quoi? Ce sont des gens qui ne vont plus avoir de travail. Comment on fait? On parlait tout à l'heure de la taxe carbone et dire, voilà, il faut donner aux gens les moyens. Il y a tout un impact et toute une chaîne économique autour de l'environnement. Et je vous rappelle quand même qu'à 2050, l'objectif, c'est réduction du carbone de 80%. Donc ça veut dire que les billets d'avion Ryanair à 150 € pour aller à San Francisco, c'est un crime. Et ça va plus être possible. Donc tous les plaisirs et tout ce à quoi on s'est habitué, on vient parler des nouvelles technologies, entièrement d'accord. Qui est-ce qui aujourd'hui serait d'accord pour arrêter d'utiliser WhatsApp? Ou pour arrêter d'utiliser des emails? Combien de fois vous chargez votre téléphone portable? Là, on parlait tout à l'heure, regardez derrière la salle qui est derrière, les lumières sont allumées, il n'y a personne. Donc réfléchissez local, c'est bien, mais réfléchissez au global et pensez à quelque chose. Si on change nos habitudes de consommation, si on change un facteur, on va avoir un impact plus global, généralisé et au niveau de toute la planète. Merci. Vraiment, je dois vous quitter là, mais je voulais juste répondre sur le transport. On a un projet de loi qui est en examen en commission du développement durable cette semaine et la semaine prochaine, qui va beaucoup insister sur, ça s'appelle la loi LOM, donc la loi organisation des mobilités, sur justement cette transition dans les modes de se déplacer et l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Ne plus utiliser, ne plus acheter, même c'est votre génération ça qui va le connaître vraiment, forcément sa voiture individuelle, penser à l'autopartage, tout ce qui tourne autour du vélo, les mobilités électriques, toutes les nouvelles mobilités, tout ça c'est en discussion à l'heure actuelle et moi personnellement je crois beaucoup dans une phase transitoire au TAD, c'est-à-dire le transport à la demande à partir d'une appli. Alors c'est vrai qu'il y aura une application, mais moi je pense qu'on pourrait avoir ça justement en attendant que le tramway arrive là, aux alentours de Sciences Po, du lycée international, des villages alentours, avoir une solution de transport à la demande qui soit mise en place en période de creuse, quand il n'y a pas les bus. Ça c'était pour répondre très rapidement à une intervention de mademoiselle, je crois. Et puis donc je vais vous quitter et je m'engage à prendre le compte rendu, si vous voulez bien me l'envoyer, et à le passer à notre ministre Brune Poirson, ministre qui est en charge de ce plan, de ce projet de loi FREC, donc feuille de route de l'économie circulaire, et ce sera la contribution donc du lycée international de Saint-Germain à ce projet de loi. Merci à tous, à toutes et à bientôt. Merci. Je voudrais soutenir ce que vous avez dit, monsieur, concernant la viande de bœuf par rapport à la viande de poulet ou la viande de porc. Effectivement, si vous vous focalisez sur la quantité d'eau qu'il a fallu utiliser pour nourrir ces animaux et pour arriver à la production, vous avez raison que le bœuf est l'élément peut-être à proscrire dans l'alimentation. Mais il faut faire attention, c'est un peu dans le sens qui a été dit tout à l'heure, ça dépend ce qu'il mange, ce bœuf. S'il mange du sorgho, s'il mange du maïs qui a été produit dans l'agriculture intensive, c'est tout à fait vrai. Si vous avez un bœuf qui pâture en haute montagne, et que sur ces pâturages on ne peut rien faire d'autre que de faire manger quelques bêtes qui paissent, eh bien c'est autre chose. Hein. C'est un truc qui permet, au contraire,
d'utiliser des territoires alpins qui autrement seraient désertés, hein, et de produire quelque chose qui sert à tout le monde. Donc il faut regarder tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas se focaliser sur un seul objectif, l'eau dans le cas qui nous intéresse, mais il faut regarder l'utilisation du sol, l'utilisation de l'espace, l'utilisation du personnel, ça a été dit, les gens qui travaillent là-dessus, tout ça doit être pris en compte avant de prendre des décisions aussi graves, de dire que je ne mange plus de porc, ou je ne mange plus de poulet, ou je ne mange plus de bœuf. Merci. Alors avec ma classe, on avait beaucoup parlé en fait de la surconsommation et du gaspillage alimentaire. Et en fait, on voulait savoir s'il était possible d'organiser des programmes de redistribution de la nourriture et d'autres produits des supermarchés pour éviter par exemple du coup, de jeter des produits qui ne servent plus à rien, qui ne seront plus consommés, et éventuellement de les donner à des associations qui en auraient besoin, comme par exemple les Restos du Cœur, qui pourraient les redistribuer à des gens qui sont dans le besoin, qui meurent de faim. Et comme ça, éviter une grosse part de gaspillage de supermarchés qui jettent tout simplement des produits qu'on n'utilise plus. Et donc en engendrant aussi, en ne faisant pas forcément le tri, donc en engendrant aussi de la pollution, en jetant tous les produits de plastique. Alors qu'en final, ils ont fait des kilomètres pour arriver dans les supermarchés, alors qu'on pourrait tout simplement les redonner à des gens qui en ont vraiment besoin et permettre à ces personnes d'avoir moins faim aussi. Bonjour, alors notre classe on s'était plus intéressé aussi à l'impact de la mode sur l'environnement qui est aussi un grand sujet de discussion et en fait on voulait savoir s'il serait possible au lycée d'organiser des vide dressing donc au lieu parce qu'en moyenne on jette en vêtements après qu'on l'ait porté seulement 7 fois et donc au lieu de jeter un vêtement comme ça, plutôt organiser quelques fois par an des échanges de vêtements ici au sein du lycée et voilà. Il y avait juste un point sur lequel on pensait était très important, c'est l'aspect éducatif dans l'écologie et le développement durable. Il y a une partie qui est indispensable dans nos actions, c'est apprendre à vivre différemment et tout ça passe par l'éducation. Et donc c'était un point sur lequel on a touché tout à l'heure, c'était ces élèves de primaire qui apprennent à trier. Et à mon avis, ces élèves qui apprennent à trier à l'école vont trier chez eux et vont amener leurs parents à continuer à faire ce tri. Et cela passe aussi par les professeurs et par les polycopiers et par toutes ces habitudes. Et donc je crois qu'il faut aussi réfléchir à des moyens concrets pour changer nos réflexes et changer nos habitudes aussi, pour faire quelque chose de concret. Et pour ça, on a eu une idée. Donc on est représentatif de la classe terminale S6. Et on avait l'idée de mettre en place un groupe pour cela. Un groupe du développement durable à la même échelle que la MDL ou la CVL. Bon, nous on est encore là pour une semaine et demie, donc on part très bientôt. Mais je m'adresse au non terminal. Si vous pourriez essayer si ça vous intéresse, de créer un groupe du développement durable à la même échelle que la MDL pour essayer de concrétiser ces actions tous les jours et qui pourraient être mises en relation avec toutes les propositions qu'on a eues aujourd'hui, donc avec les polycopiers, les échanges de vêtements, la cantine et tout ça. Alors, je vais rebondir tout de suite, je voudrais juste faire une remarque après générale, mais je vais rebondir tout de suite sur votre proposition. On a monté là récemment le comité développement durable du club international. Donc on est des parents de différentes sections, donc c'est exactement le pendant des étudiants. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il y a la brocante qui a lieu au lycée en fait, et ça pourrait tout à fait devenir le vide dressing dont vous parliez pour réutiliser les vêtements, vous échanger les vêtements et l'impact de la mode là-dessus. Donc vous avez la brocante et je vous invite à venir, il y a encore des places disponibles pour demain. Et moi je serais ravie de pouvoir justement, s'il y a des étudiants qui veulent, déjà engagez-vous. Moi ce que vraiment je veux faire passer comme message dans les 5 minutes, j'ai absolument pas parlé, mais engagez-vous, vous personnellement, déjà individuellement et personnellement, vous êtes des consommateurs, vous êtes la génération de demain, vous êtes les futurs décideurs de demain. C'est vous qui allez prendre les décisions de demain, où que vous soyez. Que vous choisissiez de faire des études en sciences politiques, ou que vous choisissiez
de devenir des ingénieurs, vous allez prendre des décisions à votre niveau et vous allez avoir un impact aussi. Donc c'est à vous de prendre en main ça. Rejoignez-nous demain déjà avec le comité développement durable, venez nous aider. On a des verres en consigne, par exemple, pour réduire le plastique. On voudrait atteindre le zéro plastique en 2020. Donc venez, engagez-vous, venez auprès de nous, nous on est là, on vous attend. Donc, mettez en place votre comité, c'est super. Donc ce que je voulais vous dire, c'est avant de recycler, réduisez, changez effectivement, c'est un changement de comportement. Vous êtes jeune, vous n'avez pas 40 ans, vous n'avez pas 40 ans de vie et d'existence d'habitude, vous n'avez pas l'habitus, pas encore. Vous apprenez. Donc apprenez dès plus jeune âge à faire des gestes, à avoir des actions, à avoir des comportements qui vont justement vous forger en tant qu'un citoyen de développement durable de demain. Donc ça c'est le premier truc. Faites-le avec du plaisir. Ayez toujours du plaisir à faire ce que vous faites. Ne le prenez pas comme une contrainte. C'est pas une contrainte le développement durable. Au contraire, c'est un plaisir. C'est le plaisir de découvrir une nouvelle façon de faire. Voilà, donc posez-vous la question et faites-vous plaisir, ça c'est le deuxième point que je voulais dire, et réduisez, vraiment réduisez. Le compostage c'est super, la récupération du pain, moi j'ai fait ça pendant des années pour aller redistribuer le pain. Ne consommez pas si vous n'avez pas besoin. Donc posez-vous la question du est-ce que j'en ai vraiment besoin. Donc vraiment réduisez vos consommations. Et après, on pourra mettre en œuvre effectivement des actions. J'ai entendu vraiment des super propositions et des super actions. Vraiment, je vous invite à nous rejoindre et pourquoi pas mettre en place des choses et pouvoir travailler avec ce comité. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour vos propositions. Bonjour. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que beaucoup de gens disent que c'est vous qui allez faire ça. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il faut commencer très petit. Il y a beaucoup d'actions qui ont été proposées aujourd'hui que je pense qui ne sont pas faisables. Je fais référence à des actions dont on n'a pas du tout l'habitude. Il y a beaucoup de choses qu'on propose de faire, mais qu'on peut justement pas faire. Par exemple, arrêter d'utiliser WhatsApp, des choses comme ça. Je pense qu'il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui, il faut plutôt se concentrer sur des petites choses à faire et que c'est vraiment, ça va venir avec le temps. Des choses qu'il faut par exemple arrêter de trop utiliser peut-être pas les transports, mais des actions plus grandes comme justement arrêter d'utiliser les ressources internet et tout ça. En fait, c'est juste ça ce que je veux dire. Merci. Par rapport aux trois propositions d'avant, notamment sur le groupe qui va être créé, et je pense que vous pouvez totalement mettre en relation toutes les initiatives que vous avez envie d'avoir. Et voilà, là, dans ce groupe, ça peut être extraordinairement productif, vous pouvez être créatif. Vous pouvez utiliser cette idée de redistribution des déchets, des denrées alimentaires qui n'ont pas été consommées et les donner vous-même en faisant des maraudes, en vous renseignant auprès d'associations qui elles-mêmes pratiquent ces maraudes et vous aussi aller dans la rue rencontrer ces gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin de nourriture. Voilà, il faut que vous soyez, que vous réinventiez aussi la vie de votre lycée. Voilà, ce groupement, ça peut être une occasion de penser des choses qui peuvent paraître aberrantes, mais en fait, ça peut totalement se réaliser et devenir concret. Donc voilà, je vous laisse, là, vous avez beaucoup d'idées, vous avez l'air d'avoir envie de changer certaines choses au sein de ce lycée, et ben, continuez et organisez-vous et rentrez en contact aussi avec ce comité des parents d'élèves. Et voilà, je vous souhaite de réaliser ces initiatives. J'espérais plutôt me concentrer sur les mégots, parce qu'on oublie souvent que les mégots de cigarettes sont, je pense, une source importante de pollution, et qui doivent être en plus séparés des autres déchets pour pouvoir être décontaminés. Je ne connais pas le terme exact, malheureusement. Sauf que les gens fument en attendant au feu rouge pour traverser ou à l'arrêt de bus, et il n'y a pas toujours de quoi les jeter. Ou alors ils sont simplement jetés sur la route.
Et notre professeur nous avait parlé d'une initiative qui a été prise aux Pays-Bas, il me semble, et qui me paraissait vraiment intéressante, puisque c'était lors de tournois sportifs, par exemple, donc les deux équipes qui s'opposaient lors de ce tournoi étaient en fait représentées par des petites boîtes, et on pouvait donc, selon la boîte dans laquelle on jetait son Lego, on votait en quelque sorte pour l'équipe qu'on préférait. Et c'était assez interactif, et spontanément on a plus tendance à faire ça parce que ça nous amuse, et c'est un peu ça malheureusement qui stimule davantage les gens que la conscience écologique. Et du coup je pensais que ce serait très intéressant de mettre ça en place éventuellement à l'échelle de la commune ou dans les grandes villes avec une population nombreuse. Si je peux répondre à cette proposition, ma remarque s'adresse à la ville de Saint-Germain-en-Laye. Dans le cadre du salon Pro Durable, j'ai rencontré une société qui met en place des collecteurs et recycleurs de mégots. Donc si ça peut intéresser la ville de Saint-Germain, je peux lui transmettre les coordonnées. Cette société est une société française. Elle fabrique ses collecteurs à partir de bouteilles en plastique recyclées et elle les donc propose aux villes soit en location, soit en vente. Et toutes ces actions de recycleurs de mégots sont systématiquement associées à des actions d'éducation de la population et d'information sur qu'est-ce que c'est qu'un mégot, quelle pollution ça génère et comment adopter les bons petits gestes éco-citoyens qui peuvent aider. Alors bonjour, moi j'aurais plus une rapide réponse à donner à une élève, je ne sais plus qui c'était exactement, qui parlait du fait de redonner en fait ce qui était jeté à d'autres personnes dans le besoin. Et je voulais juste vous dire que ça existe déjà, qu'on est en train de le mettre en place à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Donc si vous êtes motivés pour nous rejoindre et pour aussi participer, n'hésitez pas. Même je pense qu'au niveau des étudiants, il y a beaucoup de choses qui se font, donc ce serait bien éventuellement de se mettre en contact avec nous et on est prêt à vous aider pour toutes ces initiatives. Voilà, je vais vous répondre par rapport aux mégots. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a reduce, reuse, recycle. Et peut-être la première question à se poser, c'est peut-être qu'il faudrait arrêter de fumer pour arrêter de produire de déchets. On est d'accord. Ouais. Donc il y a premièrement, je pense, une sensibilisation sur les risques déjà qu'engendre le tabagisme, à la fois actif et passif. Donc ça, c'est la première question. Sur la deuxième proposition que vous faites, je vous rappelle qu'on est une collectivité territoriale et qu'on travaille avec des marchés publics. Donc effectivement, les coordonnées des entreprises spécialisées, on les connaît, et on est tout à fait à l'écoute de nouveaux prestataires. Néanmoins, voilà, en tant que collectivité publique, on ne va pas pouvoir choisir le prestataire comme ça. On va soit lui faire passer un marché, soit comparer ses compétences et ses prix. La dernière chose, on n'a plus la compétence déchets à la ville, je vous le rappelle. Donc c'est la communauté d'agglomération qui gère ça. Néanmoins, avec le conseil municipal junior de la ville de Saint-Germain, on va travailler sur une petite action justement de sensibilisation pour la récupération de mégots. Et en fait, ces mégots, il y a une entreprise qui propose une revalorisation, donc Recycle, de ces mégots pour les transformer en mobilier urbain. Donc en fait, on décontamine justement les mégots, on traite l'eau et ensuite l'ensemble des fibres qui sont utilisées dans les filtres, parce que c'est ces filtres en fait qu'on traite, sont compactés et transformés en mobilier urbain type tabouret, banc, etc. Voilà. Dernière réponse par rapport à la question que tu posais tout à l'heure par rapport à la qualité de l'eau et la consommation des eaux pour produire de la viande ou des céréales. Posez-vous aussi la question des lieux de production, puisque on utilise peut-être 9% de l'eau totale de la biosphère. Néanmoins, il y a des endroits sur Terre où l'eau, elle vient plus à manquer qu'ailleurs. Et notamment dans les pays du Maghreb qui proposent et qui vendent des tomates. Et bien, sachez que quand vous achetez des tomates qui viennent du Maroc, et bien en fait, vous exportez de l'eau de ces pays qui sont déjà en grand manque d'eau. Même s'ils sont entourés par la mer, il faut beaucoup d'énergie, etc. Et donc en fait, c'est cette pensée globale, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui peut avoir en fait un impact sur le cycle de l'eau, pas à l'échelle globale, mais à l'échelle très locale. On m'entend? Ouais. Alors, je suis également étudiant à Sciences Po Saint-Germain et tout d'abord, je dois dire que je suis très impressionné par la qualité de vos propositions et toute l'effervescence qui règne ici. C'est super important que vous soyez autant à vous mobiliser, donc continuez comme ça. J'ai 3 propositions, mais je vais aller vite. La première, elle concerne l'alimentation que vous pouvez avoir dans votre cantine. On a parlé tout à l'heure de s'alimenter via une agriculture locale et biologique. On pourrait faire de même, mais pourquoi pas en faisant
enfin, je ne sais pas comment sont disposés les bâtiments, mais une ferme ici directement sur place et que vous soyez les agriculteurs. Voilà, bon, ça pourrait commencer par une petite permaculture avec des herbes, des choses comme ça, des trucs tout cons, hein, très simples, hein, pour faire des tisanes ou même parfumer des plats, enfin, très, très simple. Deuxième proposition, ça concerne l'éducation. Vous avez sans doute un CDI. Nous, ce qu'on aimerait faire à Sciences Po, c'est développer un vrai rayon de lecture sur tout ce qui concerne l'écologie et le développement durable. Donc pourquoi pas faire de même ici, ça existe sans doute déjà, mais on pourrait peut-être le renforcer. Voilà, ça s'adresse plutôt à vous, monsieur. Et une troisième proposition, parce qu'on est à un âge où on commence à sortir, donc j'aimerais vous proposer un petit coin à Paris sympa, qui s'appelle la Recyclerie. Donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit bar où les boissons, la nourriture est locale, et puis vous pouvez aussi faire réparer votre vélo. Enfin, c'est délire écologie, économie circulaire, et c'est très intéressant. Il y a même des conférences qui sont faites là-bas, donc jetez-y un œil sur Facebook. Et puis oui, un livre à vous conseiller, lisez du Pablo Servigne. C'est un mec qui écrit sur quelque chose qui s'appelle l'effondrement, la collapsologie. Bon, c'est un mot un peu compliqué pour dire que faut agir très vite, sinon on va se péter la gueule très fort. Voilà, donc petit conseil, lisez ce livre. Pablo Servigne. Bonjour, ça serait pour reprendre l'idée de la pollution de l'Internet. Il y a une solution possible sur la pollution de la chaleur, c'est d'utiliser des radiateurs qui remplaceraient les data centers. Donc ça aiderait surtout à réduire l'impact de l'électricité et de la chaleur. J'aimerais juste revenir rapidement sur les transports par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi faire plus d'infrastructures pour le vélo et pour les transports en commun, parce que à Saint-Germain il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, donc ça serait bien d'aménager plus de pistes cyclables pour inciter les gens à prendre le vélo. Merci, on a eu beaucoup de propositions des élèves, on va faire répondre un petit peu le comité si vous avez des remarques à faire. Oui, il y a un point commun qui se dégage de toutes les propositions qui sont faites. Certaines ont ce qu'on appelle en anglais un background qui est très complexe au plan environnemental et au plan développement durable. Donc la recommandation que je pourrais avoir, c'est quand vous avez une idée, regardez avec des spécialistes si elle est vraiment censée au plan du développement durable ou pas, et après mettez-la en place et mettez-la en place de manière qu'elle dure. Je prends un exemple, je vais prêcher pour ma propre chapelle, là, l'opération Fort au Propre. On a commencé il y a 10 ans, on était 20 personnes, aujourd'hui on est 300 personnes, et s'il y a beaucoup de gros déchets dans la forêt, pour ce qui est des petits déchets, c'est de plus en plus propre. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, ça commence vraiment à payer. Donc quand vous avez une idée, que ce soit recycler du papier ou mettre en place un tri à la cantine, réfléchissez, organisez-vous, et après, faites en sorte que ce soit non pas une action d'une semaine, mais que ce soit une action sur plusieurs années, non seulement pour qu'elle ait des résultats, mais surtout pour développer la culture qui tourne autour de cette action. C'est un petit peu... Moi, ensuite, je ne prendrai plus la parole. Mais je pense qu'il faut que vous ayez le souci à la fois de bien récapituler les deux là qui seront acceptés de lever la main pour faire le compte rendu. Récapituler dans votre compte rendu les actions proposées et le comment. Parce que toutes les idées exprimées sont intéressantes, elles se rejoignent toutes. Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Parce que l'idée, c'est pas que les autres vont faire et pas nous. Donc, posez-vous cette question-là. Vous avez vu que Natalia Pouzireff vous propose de diffuser ça au ministère, c'est génial. Hein. Donc, nous, on souhaite également recevoir. Alors, on fera une diffusion un petit peu plus intime. Mais bon, ça nous intéresse. Et puis, pensez aussi à la suite. C'est-à-dire, ceux qui viennent après vous, derrière vous, l'année prochaine, l'année suivante, il faut qu'il y ait une traçabilité, un suivi, que ce point de départ-là, ce ne soit pas un point de départ et d'arrivée, que ce soit le début d'une aventure commune, d'où la question, encore une fois, de comment, qu'est-ce qu'il y a à faire tout de suite demain. Pragmatique et concret.
Laura, elle répond aussi une dernière fois. Donc, non, pour répondre rapidement, l'alimentation en ferme urbaine et un peu permaculture, c'est une super idée. Par contre, quand on se mobilise, si vous créez le groupe justement qui travaillera là-dessus, il faut créer une émulation autour de ça et sensibiliser aussi le personnel de l'établissement, parce que quand vous allez partir pendant les grandes vacances, qui c'est qui vient arroser votre potager? Donc ça, c'est la bonne question. Non. Par contre, si vous voulez vous sensibiliser à tout ce qui est permaculture, avec le lycée horticole, on développe et on lance la semaine prochaine les jardins partagés et familiaux de Saint-Germain-en-Laye dans la plaine de la Jonction, sur l'espace naturel sensible des Plâtrières, avec un observatoire de la permaculture qui va être créé là-bas. Donc n'hésitez pas à y passer. Éventuellement, si vous souhaitez travailler à cette permaculture, vous inscrire à ce jardin partagé pour développer et apprendre des connaissances. Tout à l'heure, on parlait de la recyclerie. Alors, par exemple, la ville de Poissy, elle a créé un River Café. La recyclerie, sur Saint-Germain, malheureusement, on n'a pas de structure qui... en fait, on voulait en développer une, mais c'est compétence de l'agglomération, qu'on nous a enlevé, donc on ne va pas en créer une. Néanmoins, il y a beaucoup d'idées là qui sont en train de naître là-dessus. La grande difficulté, pour l'instant, que ces structures, elles ont, c'est à chercher et rechercher du foncier. Le foncier est extrêmement coûteux à Saint-Germain, et du coup, c'est ce qui va les bloquer en priorité. Et malheureusement, nous, on a très très peu de locaux à leur proposer pour développer ces missions-là. Pour tout ce qui était pollution internet et data center, alors c'est bien effectivement les data centers ça chauffe l'hiver mais ça chauffe aussi l'été, du coup c'est un peu problématique. Par contre vous savez qu'en vidant juste votre corbeille de votre boîte mail, vous économisez l'énergie qu'on peut utiliser pour alimenter une ampoule pendant 1 an chez vous. Donc dès ce soir, hop, vous pouvez rentrer et une action très simple, c'est vider régulièrement votre corbeille. Dans la semaine développement durable, on en a parlé. Il y a un site super simple qui s'appelle CleanFox qui vous permet de le faire, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc le site CleanFox. Et puis le dernier, le vélo, développement de pistes cyclables. On y travaille, c'est mon collègue Victor qui travaille à ça. Et on répond notamment à plusieurs appels à projets là, de la région pour développer de plus en plus de circuits vélos pour faciliter la présence du vélo en ville, ce qui n'est pas forcément simple dans les aménagements de voirie actuellement. Donc voilà. Alors, je voulais dire juste un petit mot avant de devoir partir. Donc d'abord, merci à tous, à vos enseignants pour les mini-débats de la semaine, à vous tous pour ces propositions magnifiques. On a noté, on va peut-être pas pouvoir tout faire, mais en tout cas, on va faire tout ce qu'on peut dans le cadre de cette labellisation. Et pour reprendre l'idée des data centers, juste un chiffre, une photo que vous gardez dans un data center, c'est l'équivalent de 3 photos au niveau énergie. Une pour refroidir le data center, une pour faire fonctionner le data center. Donc arrêtez, on peut plus passer de WhatsApp, des réseaux sociaux, peut-être, mais en tout cas arrêtez de stocker ou vidons les boîtes aux lettres, jetons les photos, ne gardons que ce qui est utile sur des supports physiques, c'est-à-dire des clés USB, des choses comme ça, où on garde vraiment l'essentiel, pas forcément en avoir 10, en avoir une, où on garde l'essentiel. Les choses qu'on ne garde pas sur un support physique, pour une chose qu'on garde, on dépense énergétiquement l'équivalent de 3 choses. Peu importe la taille informatique de la fameuse chose. Merci à vous, à bientôt. Et je voulais rejoindre à tous ceux qui ont donné des félicitations à ce que vous avez fait. Je pense que c'est tout à fait intéressant, les propositions que vous faites sont très originales et très intéressantes. Ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez effectivement regardé ça à différentes échelles. Et j'insiste sur l'échelle personnelle, vous avez pas mal travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à titre individuel, pour aller dans le bon sens? Ça, c'est bien, il faut absolument le faire. Et puis, vous êtes passé à l'échelle du lycée, puis à l'échelle de la ville. Tout ça, c'est tout à fait cohérent. Il faut être conscient qu'à la ville, vous allez peut-être faire des propositions. C'est à la ville qui va décider si, oui ou non, elle veut mettre en application vos suggestions. Je voudrais faire 2 petites remarques un peu négatives, excusez-moi. La première, il a été dit que toutes ces actions de type écologique que l'on peut faire, elles sont à la fois satisfaisantes et récompensantes. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas se limiter à ça. S'il y a des actions qui sont difficiles à faire et difficiles à mener, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aussi les faire. Hein. On a un sens éthique, hein, et on doit pouvoir se dire, bon, je ne vais plus en avion à San Francisco à 150 $ en prenant Ryanair. Non, hein, on ne le fait pas, même si ça me fait de la peine, j'aime bien San Francisco. Je pense qu'il faut quand même avoir dans nos réflexions environnementales une réflexion morale en disant, est-ce que je suis prêt à donner mes voyages à San Francisco? J'y vais plus. C'est ce qu'a fait Karine
Thunberg, hein, elle a dit à sa mère qui était pianiste, tu ne prends plus l'avion, tu vas faire les voyages en train. Donc il faut s'imposer à soi-même des contraintes qui ne sont peut-être pas aussi positives qu'on voudrait le dire, mais ça fait partie de l'écologie. La dernière remarque, et la plus importante, c'est le problème du recyclage de la nourriture. Vous avez tous eu des idées intéressantes, généreuses, on va recycler le plein, faire des voyages de nuit, faire des maraudes pour redistribuer du pain. Faites attention. Si vous avez du pain qui a circulé entre différents pains, qui est allé de différents emballages et qui a pu être pollué pendant ce trajet-là, et que vous allez le donner aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du pain et qui tombent malades, là vous serez bien. Et c'est très joli d'avoir des idées généreuses comme ça, mais il faut faire très attention avec les problèmes de santé et de qualité. On va faire un dernier tour des propositions des élèves et puis on va donner une dernière chance de répondre. Je voulais parler premièrement pour les gourdes d'eau et les bouteilles d'eau. J'avais entendu qu'à Londres on installait des pompes d'eau de fontaine pour éviter l'achat des bouteilles en plastique, et je voudrais savoir si ça serait possible et soutenable à Saint-Germain. Et aussi, je voulais parler d'une amie qui est maintenant partie, voulait dire pour l'installation de points de pour louer des vélos à la gare de Saint-Germain. Est-ce que ça serait possible ou pas? Merci. Alors moi, ça s'adresse plutôt à vous, la MDL, parce que je sais qu'il y a plein, enfin pas plein, mais il y en a quelques-uns dans le lycée qui prennent des super bonnes initiatives. Par exemple, Mimi, qui est partie d'ailleurs, qui a créé un projet qui vise à récolter de l'argent, enfin des fonds, pour les donner à des associations qui se chargent en fait de récolter des déchets en mer et de développer des cultures de poissons plus éco-responsables. Et en fait, cette fille qui gère l'association, cette association n'est pas connue. Et je voulais savoir si c'était possible aussi de valoriser en fait, les associations, parce que je sais que vous avez un compte Instagram qui est quand même suivi par plein d'élèves dans le lycée. Donc de valoriser toutes les associations, pas seulement celles-ci, mais aussi au niveau du lycée. Je sais que les principaux sont partis, mais de valoriser en fait sur les dossiers les élèves qui prennent des initiatives, parce qu'au final il n'y en a pas tellement. Et je pense que ceux qui ont le courage de le faire, c'est important de les aider dans leurs recherches et dans leurs initiatives. Et une dernière remarque. Non. C'était moi. On va en faire deux dernières remarques. En parlant de valoriser ce qui existait déjà, sur ces 3 dernières années, j'ai passé un nombre d'heures dans le bus que j'aurais peur de calculer, mais ça m'est arrivé de rentrer en voiture pour de multiples raisons, parce que ce trajet qui dure 1h30 en bus ne prend qu'une demi-heure en voiture. Et je sais qu'il existe dans le lycée déjà une plateforme qui met en contact des élèves pour le covoiturage, mais c'est pas du tout une plateforme dont on parle beaucoup, et moi je l'ai découverte l'année dernière. Et j'ai aussi découvert des élèves qui allaient au même endroit que moi tout le temps et tout. Et je pense vraiment que si on pouvait mettre en avant cette plateforme, si par exemple quand on faisait nos réinscriptions, on pouvait avoir une feuille, on pouvait s'inscrire, tous les élèves, c'est parce que nous on va la chercher si on en a besoin, mais il y a beaucoup d'élèves qui font ce trajet en voiture tous les jours et qui ne pensent pas à se proposer pour ça parce qu'ils n'ont pas ce besoin. Et si eux, on leur en parlait au début de l'année par exemple et qu'ils pouvaient s'inscrire, ça pourrait aider beaucoup d'élèves et ça pourrait énormément réduire les transports. Donc ma classe, comme beaucoup d'autres, a aussi réfléchi à ce qu'on pourrait faire à la cantine pour limiter notre gaspillage, et ça rejoint ce qui a été dit à propos du plastique. On a remarqué que ce qui restait beaucoup comme plastique à la fin du repas sur nos plateaux, c'était des pots de yaourt. Et c'est vrai, quand on y pense, c'est des pots de yaourt individuels alors qu'on en vend des beaucoup plus gros. Et donc notre proposition, c'était qu'on nous serve du yaourt dans des grands bacs et qu'on choisisse nos portions en utilisant des bols en céramique comme on a pour les entrées par exemple. Et voilà, on voulait soumettre cette proposition. Merci. Donc je vais apporter mes réponses là pour le vélo. Donc en fait, il y a déjà une proposition de location de vélo à la gare de Saint-Germain-en-Laye qui est très 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 mal faite puisqu'on ne sait pas du tout que c'est là, mais c'est au local vélo en fait de la gare. Et là, il va y avoir une proposition de test de location vélo électrique qui va bientôt arriver.
Pour tout ce qui est des fontaines en ville, donc il y a déjà des fontaines en ville de Saint-Germain-en-Laye, mais attention, en fait, ça reporte la question de qui paye l'eau. Donc c'est la ville, pour tout le monde. Donc ça sensibilise pas en fait au prix des choses, au prix de l'eau. Donc utiliser des gourdes, etc., je pense que c'est bien, mais du coup c'est une responsabilité de les remplir chez soi, ou dans les lieux où on habite, où on paye l'eau en tout cas. Parce que, ok, pour pas payer le recyclage, mais oui, pour payer le traitement. Parce que derrière, il y a des gens, il y a des usines qui ont traité cette eau, et à un moment donné, le service ne peut pas être rendu gratuitement, parce que sinon, on travaillerait tous gratuitement et tout serait gratuit. Mais actuellement, c'est pas notre mode de consommation. Voilà. À ce moment-là, pourquoi pas réagir par rapport à ce qu'avait dit Rémi pour la toute première proposition. Comme on installerait à la pompe un compteur de CO2, installer à la fontaine le coût de l'eau qui vient d'être consommée, et justement insister sur le fait que l'eau, si elle est payée par la mairie de Saint-Germain, en réalité elle est payée par les impôts locaux, que les contribuables payent eux-mêmes, et donc qu'ils se rendent compte que cette eau qu'ils viennent de consommer, en réalité c'est eux qui la payent, oui, mais même si elle est mise à leur disposition. Mais c'est un service qui n'est pas rendu à tout le monde. En fait, tous les Saint-Germainois ne vont pas aller remplir leur bouteille. Donc du coup, c'est pas... Les Saint-Germainois ont accès à la borne. Pourront accéder, mais ne consommeront pas de la même façon. Donc par exemple, sur les jardins partagés et familiaux, on a développé en fait des compteurs individuels. Donc si les gens, on est sur le principe de la permaculture, donc des cultures qui vont être avec des techniques qui vont être peu consommatrices en eau, néanmoins, les gens qui souhaitent arroser, ils vont avoir un compteur individuel et du coup, ils vont payer que l'eau qu'ils vont consommer. Donc il faut faire attention aussi, et si on veut être précautionneux, on va être d'abord dans la première démarche du premier R, des 3 R, on va réduire. Pour répondre aussi très rapidement à la valorisation, je sais qu'il y en a parlé, la valorisation de l'engagement citoyen sur les dossiers, c'était toi? Ok, elle est partie. Bon, donc très rapidement, sur Parcoursup, il y a une rubrique engagement citoyen dans laquelle on peut faire rentrer tout ça, et donc c'est déjà mis en place, quoi. En début d'année, on a organisé un carrefour des clubs qui n'a pas très bien marché, mais je vous encourage les premières à le refaire l'année prochaine dans le nouveau bâtiment, dans un lieu qui est très très joli. Et justement, on avait invité tous les clubs du lycée pour qu'ils soient plus connus. On peut aussi le faire par le biais d'Instagram, mais en ce moment, c'est très difficile de communiquer aux élèves avec toutes les structures qui changent, donc continuez à faire ça l'année prochaine. Voilà. Comme vous le savez tous, on a un nouveau lycée et le lycée est un lieu qui consomme sûrement beaucoup d'énergie. Et on voulait savoir s'il serait possible de contribuer à la production de cette énergie en installant des panneaux solaires sur le toit du lycée. Je pense que c'est trop tard vu la conception et il faut le prendre en amont. Après, pensez aussi à qu'est-ce qu'il faut que j'injecte comme énergie dans mon système pour faire un panneau solaire. Et comment je le déconstruis après. Il vaut mieux pas consommer d'électricité vite. Toujours pareil. Toujours le même principe. Bon, merci pour toutes ces propositions. Je pense qu'elles ont été très bien apportées. Merci à tous d'être venus surtout, merci d'avoir répondu à tous les membres qui sont présents et qui étaient présents, qui ont eu des obligations. Je pense que ça a été très productif, en particulier pour les 2 élèves qui ont pris des notes, qui vont pouvoir nous envoyer leur compte rendu, on va le partager le plus possible. Surtout pour que, comme on le disait tout à l'heure, les actions qu'on a entamées pendant la semaine et qu'on a concrétisées, qu'on a pu mettre en valeur pendant ce débat, qu'elles soient concrétisées l'année prochaine et dans toutes les années qui suivent. Alors bien entendu ça commence au niveau individuel, donc nous déjà on a donné des conseils pendant la semaine développement durable, mais derrière vous pouvez agir collectivement, créer un groupe pour le développement durable comme c'était proposé, puis continuer votre engagement dans cette voie. Merci beaucoup.